Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, il s'agit d'un ADN, où on va parler d'une ville, d'une époque, on d'un parle empire. pas de toi. Un ADN sur Rome. Merde, mais t'avais pas expliqué ça au début. T'avais prévenu que tu ferais les blagues pourries. Pour parler de Rome, qui n'est pas moi, nous allons parler de la ville, Rome. Nous sommes avec Natacha Forel. Natacha, ça va la pêche? Oui, ça va. On rappelle, professeur de français, relectrice de jeux de rôle à succès, tels que l'agence. Je sais pas, mais. Relectrice. Ah, c'est les jeux qui ont du succès, pardon. Voilà. Ah oui, d'accord. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac, qui a bénéficié Bonjour. justement des relectures de Bonjour. Natacha comme moi. Bon Auteur matin. de l'agence, le C'est ça, jeu il d'Adrien paraît. Cahuzac. Et puis nous sommes avec Julien Guibert qui apporte ce podcast dans ses bagages. Bonjour. Professeur de latin, Ouais. tu es un amateur de la Ouais. ville de Rome. Et tu nous as dit, en préparation du podcast, tu disais, finalement, à force de faire des recherches sur cette ville, je me suis aperçu que finalement on ne connaît rien Ouais, de, en de fait, cette ville. Est-ce que peut-être, pour commencer ce podcast, on pourrait faire un rapide tour de table, sans passer par toi bien sûr, Julien, Ouais. de si je vous dis Rome, sur la cité, ça vous évoque quoi comme jeu, comme couleur, comme élément? Alors, moi d'abord, Adrien. je vais parler du trou que j'ai vis-à-vis de Rome. C'est-à-dire que pour moi, Rome, c'est une ville qui existe jusqu'en, je sais pas, 200-300 après Jésus-Christ. Et puis là, elle disparaît de l'histoire. Et puis elle réapparaît quelque part vers la Renaissance. Voilà. Et c'est à peu près tout. Et toute la période entre les deux, voilà, maintenant j'en sais un petit peu plus, mais pas des masses, quoi. D'accord, ouais. Donc moi, c'est surtout ça. La grande question que j'ai vis-à-vis de Rome, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 800 plus beaucoup d'années? Ah, moi, je commencerai à partir de la fondation. Moi, je vais faire. Ah oui, du- non, mais du je classique. veux bien, mais Ouais. il y a cette partie sur laquelle Après, ouais. je te poserai des questions. C'est intéressant. Moi, c'est un petit peu pareil que toi, Adrien. Je t'avoue que j'ai aucune culture autour de Rome, si ce n'est finalement la culture, on va dire, la culture populaire française. C'est-à-dire, moi, je connais Rome à travers quoi? Déjà à travers Astérix, Ouais. la BD. L'aspect romain, c'est-à-dire tout Le ce qui romain. est péplum, voilà, on a la Rome des péplums. La Rome des peuples, Puis c'est ça? après, on a la Rome Renaissance, éventuellement. Ouais, Genre, je pense à Assassin's Creed qui en a donné éventuellement une Mhm. vision. d'accord. Ouais. Et puis après, on a la Rome mafieuse éventuellement qui est plus contemporaine. Et puis, La- enfin, ça, on va dire, c'est les trois clichés que j'ai Ouais. que je peux avoir de Le- Rome, quoi. Un empire colonisateur qui aspire les cultures, qui surfe un petit peu sur les cultures qu'il domine pour contrôler en fait son territoire. Alors là, tu parles de la Rome antique. par Je contre. pense plutôt à la Rome telle qu'elle est décrite dans la Bible en fait. Parce que moi en fait, D'accord. je connais pas mal aussi Rome et les Romains, on va dire, à travers la description qui en est faite dans les testaments. Ça te surprend, Julien? Non, ouais, parce que je la connais pas sous cet angle-là du tout. Donc, Cette, c'est intéressant. avec l'image de Ponce Pilate en fait. D'accord. Qui est Ah oui, qui ouais, se d'accord. sert justement, D'accord. qui essaye au mieux de gérer C'est les pas lui tensions. qui donne des cours de gym dans certains. Oui, d'accord. Qui essaye de gérer au mieux les tensions en fait dans sa cité en surfant sur toutes les croyances des gens. Alors j'ai pas fait de recherche, il faudrait que je relise, mais il y avait ce côté, ce personnage. Le contrôle de Rome s'exerce en prenant soin de respecter en quelque sorte les cultures qu'il domine. Et l'idée qu'on va jouer avec ces différentes cultures, parfois même pour les dresser les unes contre les autres, les religions contre les autres, pour mieux les contrôler, tu vois, Ah, diviser pour tu mieux vois régner. un côté dressé. Moi, l'aspect. Dresser pas au sens de dressage, dresser les uns contre les autres. Mhm. Alors, c'est ça. la vision que j'avais, enfin, l'impression que j'ai, c'est que la Rome qui accapare, mais qui tolère un petit peu toutes les cultures et toutes les religions et tout ça à l'époque, Ouais. c'est surtout parce qu'ils s'en foutaient bien un peu au niveau Oui, politique. oui, c'est ça. peut-être. Enfin, Il y a une certaine forme justement de c'est l'impression que pragmatisme. Tu vois, une forme de c'est pragmatisme marrant, c'est politique. marrant. moi, je le vois pas en tant que pragmatisme, je le vois en tant que continuez à croire votre truc, ça va pas nous empêcher de conquérir autour, quoi. Si, alors il y a le pragmatisme sur le fait que, par exemple, il faut que, enfin, tout le monde peut croire à ce qu'il veut du moment qu'il ne croit pas à une religion monothéiste, parce que l'empereur est Dieu. Est aussi un dieu, il est divinisé. Et donc, du coup, il faut pas que. Si tu crois en un seul dieu unique, ça rentre en conflit avec la politique parce que ça dévalorise l'image de l'empereur. D'accord. Moi, sinon, en termes de couleurs, ça m'évoque le rouge, l'or, l'argent, le blanc.
les colonnades, les banquets, le côté un peu décadent aussi. Ça m'évoque les gens en robe qui allongés se nourrissent beaucoup et baissent beaucoup, à travers la bande dessinée notamment, où on a des visions, notamment chez Les Marie légionnaires, les gladiateurs, les corps huilés, tout et ça puis aussi. oui, non, si j'avais vu la série aussi, il y avait une série qui Ah oui, s'appelait la série Rome, Rome, oui. dans C'est laquelle pas mal, là tout ce que Alors, je viens de décrire qui est excellente pour le coup à regarder parce qu'elle est très très proche de la réalité de Rome à cette époque-là. Il y a D'accord. juste Cléopâtre qui est très 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 mal faite. Mais voilà. Arrête, elle est super. Mais elle a pas un bon non, nom. elle est réaliste pour le coup, la Cléopâtre de la série. D'accord. Mais tu vois, à part ça, j'ai envie de dire, à part les images, j'ai envie de dire d'Épinal, je ne connais Ouais, rien de c'est Rome. Je peux pas prétendre avoir des connaissances historiques sur cette cité, clairement. Mais en fait, j'ai même l'impression que les cours d'histoire qu'on a pu avoir n'ont fait que nous véhiculer cette sorte d'image d'Épinal. C'est possible. C'est possible. Peut-être que c'est en cours de latin, peut-être que c'est en cours d'histoire dans les études supérieures, Moi, on aurait pu voir d'autres aspects. J'ai que comme ces la clichés. sensation que c'est un petit peu un chapitre oublié. Quand on Ah. fait l'Antiquité, Non, on voit non, beaucoup non. l'Égypte, on voit Non. beaucoup. Ah non, on voit beaucoup Rome et tout ça, mais enfin, j'ai l'impression bon, tu qu'on trouves voit une Rome de vraiment un petit créneau temporel qui est la période Ouais. de la conquête des Gaules, de on construit des théâtres. C'est énorme hein, l'histoire de Rome. Bah oui, c'est ça. enfin, Je veux dire, moi, j'ai pas souvenir de cours Le- sur la chute de Rome, les- sur la division de l'Empire en deux. Quand j'étais en sur, prépa, les spécialistes de lettres classiques, donc latin, grec, ils avaient aussi Déjà. des cours de culture antique, enfin pas de culture antique, d'histoire ancienne. Et le prof divisait son programme sur 2 ans, 1 an consacré à la Grèce, 1 an consacré à Rome. Donc ça prouve que c'est déjà quand même pas mal énorme. Hein. Mais ouais. mais ça, c'est en études supérieures. Moi, j'ai la sensation Donc, c'est justement pour la ça que je chute. vais vous dire que je vais vous surprendre parce qu'il y a des choses. En fait, je pense que je vais vous raconter plein de choses en fait qui. Enfin, en tout cas, la chute Je de pense l'Empire qu'il- romain, voilà. je trouve elle est au cœur. La chute de l'Empire romain, je trouve qu'elle est au cœur des programmes justement. Alors, Donc ça, c'est un des trucs où tu oui, vois le plus. En fait, on voit la chute de l'Empire romain, mais on ne voit pas ce qui se passe à Rome ou ce qui se passe dans l'Empire. En fait, Voilà, c'est ça. on a l'aspect géopolitique, c'est-à-dire Rome se fait envahir par des barbares, ils ont des problèmes de fond, ils n'arrivent pas à lutter partout, du coup ça tombe, mais tu connais ce fait-là. Tu vois pas l'histoire du quotidien, Mais c'est tu ça sais que tu veux dire. C'est pas que le quotidien, c'est aussi c'est qu'est-ce qui se passe dans une ville, c'est quoi comme impact au niveau d'une ville, pas au niveau des personnes, mais vraiment au niveau de la gestion des villes. Est-ce que, je sais pas, Sur l'urbanisme. Enfin, sur l'urbanisme, sur les lois, est-ce que ça change quelque chose au niveau des lois, de leur c'est quoi leur rapport avec ces civilisations qui les envahissent? Est-ce qu'ils sont en guerre ou est-ce que ils ont perdu les territoires et après ils continuent à entretenir des liens commerciaux? Est-ce que le latin dans ces pays conquis, ça reste une langue importante ou pas? Enfin, moi, j'ai juste l'impression que cette époque de l'histoire de la scission, de l'effondrement de l'Empire romain, c'est une évolution de carte. T'as une carte où le trait il se déplace vers Rome, et moi c'est tout ce que j'ai comme image de cette période. Moi, j'ai la sensation aussi. On est toujours dans les impressions. Ouais, non, mais continuez. Je pense que ça. J'ai aussi la sensation d'une grande maîtrise technologique par rapport aux autres, c'est-à-dire un grand pragmatisme. Moi, ce qui revient, c'est vraiment le côté pragmatique. On va faire des routes pour développer le commerce, on va utiliser des équipements adaptés aux situations, on va créer des nouvelles techniques de combat pour gagner. Il y a un côté très stratège, très, très stratégique. Finalement, moi, ce que ça m'évoque... même dans le rapport au monde, et dans le rapport au langage aussi. Enfin, tu nous confirmeras, mais. Ouais, je prends des notes là. Hein. Autant les Grecs partent du concept pour créer un mot et ensuite ils adaptent ce mot à des choses concrètes dans le monde, autant les Romains font l'inverse. Ils partent de quelque chose de concret pour créer un mot et ensuite ce même mot va pouvoir désigner des idées à partir de là. D'accord. Ouais, d'ailleurs, là, ce sujet, je peux rebondir. J'ai effectivement quelque chose que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur cette époque et sur ce que vous êtes en train de dire à propos de Rome. C'est l'histoire de la philosophie occidentale qui fait vraiment toute l'histoire de la philosophie occidentale, les Grecs puis l'époque romaine. Et il y a un gros trou en fait, c'est que l'époque romaine, alors je me rappelle plus de l'auteur, je crois que c'est Russell, mais je dis peut-être une bêtise. Je sais pas. Je sais plus, Je crois que c'est Russell, t'aider. ouais, Et donc toute l'époque romaine, l'auteur en fait au final dit que dans cette période-là, on n'a pas fait de la philosophie. Ah, tu veux dire l'histoire de la philosophie? Oui, c'est Russell que tu as lu, Ouais. c'est sûr. D'accord, excuse-moi. les Romains ne font pas de philosophie, les Romains accaparent, on va dire, les savoirs des autres, les font leurs, mais ne développent rien. Et qu'en fait, les Romains sont des sortes Des assimilateurs. de grands assimilateurs, de grands urbanistes. On va dire, c'est des gens qui vont prendre le savoir tel qu'il est et vraiment arriver à en faire beaucoup, construire des aqueducs. Mais au final, est-ce qu'ils ont vraiment développé cette technologie ou est-ce qu'ils l'ont juste récupéré chez les Grecs?
Enfin, je sais pas, D'accord, ça c'est une question ouverte. Hein. Mais en tout cas, je pense que ce que tu disais sur la civilisation romaine se rapproche aussi sur la philosophie, et ça peut se rapprocher de plein d'autres choses. Le théâtre, ça vient pas de chez eux. Ouais. Et je pense qu'effectivement, les Romains ont été des facilitateurs. En tout cas, ils ont vraiment étendu et le savoir. Enfin, étendu pas dans le sens d'en acquérir plus, mais de le diffuser. En tout cas, je sais pas si ça vous évoque la même chose que moi, mais moi, quand je pense à Rome, je pense à un homme viril, blanc, musclé, fort, solide. Blanc, non. Et bah, moi, en tout cas, c'est à ça que je pense. Alors, je suis désolé, mais un peu. Et en fait, finalement, Rome, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque la puissance dans tous les domaines, c'est-à-dire puissance militaire, puissance politique, puissance intellectuelle, puissance même au niveau sexuel, c'est-à-dire le côté vraiment viril, quoi, la virilité, l'aigle de Rome, le côté ça évoque. En plus, il taillait des pénis partout dans la ville, donc. Ça m'évoque, voilà, ça m'évoque une forme de tyrannie, d'autorité extrêmement forte. Enfin, voilà, le masculinisme occidental. Je me demande jusqu'où est-ce qu'il puise aussi ces références dans les images d'Épinal qu'on a au sujet de Rome. Je pense qu'il faut faire attention, c'est que si tu regardes l'époque grecque, à mon avis, t'as ça aussi. Hein. Enfin. Alors ce sera très différent. Enfin, ce sera très différent, mais on aura on va voir en fonction de. Mais regarde, mais aujourd'hui encore, je trouve les. J'allais dire les CRS, il y a un côté très romain dans leur manière d'attaquer, avec les boucliers en avant. Je veux dire, je note ça. On garde encore. Je trouve qu'il y a encore des symboles de l'Empire romain. De toute façon, la notion de l'aigle comme étant symbole impérial, ça date de là. Voilà, déjà, l'Empire, même l'idée même d'Empire. Ah oui, comme symbole impérial, parce que comme symbole de pouvoir, il me semble. Ah non, que... pas comme symbole de pouvoir. J'entends bien symbole impérial, parce que le mot impérial est déjà. De l'aigle chez les Grecs. J'ai pris juste des notes au fur et à mesure de ce que vous allez dire pour organiser un peu le propos et pour voir les sujets sur lesquels on va revenir, parce que vous avez dit plein de choses en fait qui sont super intéressantes, mais qui moi m'amusent beaucoup. Tu vois, justement, c'est pour ça qu'on commence comme ça. On est super intéressé. D'ailleurs, en parlant de l'aigle, moi, un aspect qui est justement super intéressant sur le côté l'Empire romain. C'est que cet empire romain, il est source d'une sorte d'image d'Épinal aujourd'hui, mais cette image d'Épinal, elle a toujours eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'empire romain, c'est une sorte d'absolu qui est resté dans les idées. Tout à fait. Enfin, le Saint-Empire romain germanique se disait suite de cet empire romain. Et ensuite, tous les empereurs qu'on a eu en Europe, que ce soit Napoléon, que ce soit... Enfin, je pense qu'Hitler avait aussi cette volonté de l'empereur romain germanique. Évidemment. Ils n'étaient pas empereurs parce que, comme empereur serait un titre, empereur c'est empereur de Rome. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un empereur et l'empereur c'est toujours le même. Enfin, c'est un peu l'idée que j'en ai. Et puis on retrouve aussi cette idée d'hégémonie même aujourd'hui dans notre culture, parce que c'est un ADN. On se dit mais pourquoi parler de Rome dans un ADN qui concerne les jeux de rôle ? Ben oui, mais dans notre culture rôliste, par exemple, des univers comme celui de Warhammer, par exemple, s'inspirent énormément de l'impérialisme romain. Enfin, on se retrouve aussi ces images dans Warhammer. On retrouve ces images dans tous les jeux qui parlent plus ou moins de tyrannie, y compris dans Sens par exemple, où on l'appelle Miphos l'aigle de Fidridan. Il y a plein de points. La notion de l'aspect militaire qui conquiert et qui prend les technologies, le savoir-faire, les cultures et les temps, c'est quelque chose qu'on retrouve. Enfin, c'est une notion qu'on retrouve dans plein de jeux. Je pense notamment aux jeux vidéo Civilisation. Où une des techniques c'est piller des villes, et une époque, dans le 2, on pouvait gagner une technologie quand on conquérait quand on prenait le contrôle d'une ville ennemie, et ça retranscrivait vraiment cet aspect romain. On peut développer tout seul ou on peut conquérir et prendre par la force. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'histoire arabe aussi. On dit ça souvent aussi de l'Empire arabe. L'Empire arabe est très proche, je pense, de l'Empire romain là-dessus. Ils ont fait peut-être plus de développement scientifique. C'est passionnant. Alors, et justement, donc là, on vient un petit peu de donner nos images d'Épinal. Natacha ne l'a pas fait. Moi, ça rejoint ce que vous avez dit avec l'aspect littérature française inspirée de ça aussi. En ce moment, avec les secondes. Je suis sur la pièce Horace de Corneille, donc qui se passe à Rome. Et justement, j'en profite pour dire que donc ce qu'on retient souvent, c'est l'Empire romain. Moi, j'ai aussi quand même 2-3 images en tête de la République. C'est vrai. Et puis de la période où Rome était gouvernée par un roi, la période du tout début, et donc c'est le cas d'ailleurs dans c'est déjà la période de Horace. C'est déjà une vision beaucoup plus éclairée que la nôtre. Nous, on voit bien, Adrien et moi, ce qu'on décrit, c'est des trucs inspirés de fiction. C'est ça. Voilà, des rares souvenirs qu'on a de. Alors que toi, c'est déjà
compétences liées au français, ton c'est étude surtout que des lettres. moi, j'ai fait du latin pendant tout mon collège, j'en ai refait en prépa. Et elle est encore vivante. C'est vachement bien le latin. Enfin, pas au collège, mais en prépa, c'était vachement bien. Si, c'est super au collège. Oui, ça dépend comment c'est enseigné. Je te le dis. Alors là, on a deux fervents défenseurs du latinisme. Moi, j'avais pour le kiffé, coup. j'étais allé dans un resto romain en faisant des cours de latin, c'était trop bien. J'avais T'avais bien mangé allongé? Moi, non, mais c'était mon meilleur souvenir des cours de latin. Oui, d'accord. Donc du coup, forcément, on fait un peu d'histoire romaine et de culture romaine en dehors. On apprend à quoi ressemble une maison en Italie à l'époque, et notamment une maison romaine. C'est marrant. Ouais. On apprend la mythologie, on apprend normalement on a 2-3 noms de rois, d'empereurs, de consuls qu'on doit connaître. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu parlais à quoi ressemble une maison romaine? Parce que pareil, quand on parle de maison romaine, moi je vois la villa, c'est-à-dire la baraque avec son trou où il y a la pluie, mais c'est ça. c'est ça. Mais est-ce que dans Rome, les gens ils habitent tous dans cette baraque-là? Ceux qui sont riches, oui. Je vais te répondre, Vas-y, tout à l'heure je veux si tu bien. veux, mais non, mais je répondrai, répondrai de répondre là-dessus. Ouais. L'élément de l'intervention de Natacha qui me marque beaucoup en fait, c'est que on voit bien que selon qu'on s'attache au mot Rome et qu'on invoque les images d'Épinal liées à Rome, et selon qu'on prend le mot latin, on n'a pas les mêmes images d'Épinal qui viennent. Si on prend le mot, si je vous disais la même chose, bon alors, je vous dis latin, qu'est-ce qui vous vient comme image d'Épinal? Et là, d'un seul coup, je trouve on va avoir une autre richesse, même littéraire, même le latin. Rome me fait plus militaire et latin, oui, sera voilà, plus dans la culture, parce que le latin, ça parle plus de langue, je pense. Moi, j'ai aussi l'aspect centre culturel et religieux, donc plus tard dans le temps. Alors j'ai juste le seul élément que j'ai qui comble le trou entre l'Antiquité et la Renaissance, c'est que je sais que c'est le point de départ de trafic de reliques de saints sur toute l'Europe, et notamment en France, autour de l'an 1000, et plus ou moins avant, plus ou moins après. C'est vrai qu'on sait qu'il y a le pape qui habite là-bas, il Et paraît. pas forcément à cette période-là, mais vrai, en tout cas, parce que je vous rappelle qu'il y a Avignon aussi, quelque part. à un moment donné. Oui, mais ça c'est plus tard. Ça. Je sais plus, mais voilà. C'est pas à l'époque des premières croisades, hein, ça va être un petit peu après. Ouais, je sais plus. Mais enfin bref, du coup, donc voilà, donc ils ont des terres des eaux à Rome, qui sont plus ou moins des reliques de saints. Et puis après, ils partent, ils sont envoyés dans les monastères, les abbayes et les villes, d'ailleurs, qui se les approprient comme reliques de saints, faisant des miracles. C'est le seul élément de truc que j'ai entre... Et sur la Rome à la Renaissance, alors soit sur l'aspect religieux, soit sur l'aspect politique, avec toutes les intrigues autour du pape, autour des Borgia, parce que je suis sur Lucrèce Borgia avec les premières, donc du coup, voilà. T'as déjà une vision beaucoup plus littéraire du truc avant. Oh, c'est Assassin's Creed de Lucrèce Borgia, si. Ah oui, mais Assassin's Creed, c'est pareil, ça fait partie de la culture qui me manque. Moi. Au final, je viens d'avoir le déclic sur... En fait, qu'est-ce que moi j'attends de ce podcast attention, il va te mettre la pression. Non, mais ce qui fait que c'est un ADN qui peut intéresser les rôlistes, c'est que en tant que rôliste, quand on s'intéresse à une culture, ce qui nous manque souvent, c'est comment les gens vivaient. Y jouer. Et si tu veux jouer à Rome, qu'est-ce que tu as besoin de savoir concrètement? Parce que on connaît cette image de la guerre, on sait qu'il y a des théâtres, on sait qu'il y a machin, mais le problème c'est que ça nous dit pas tout. Et moi je m'étais beaucoup posé la question pour la France du Moyen-Âge, du XIe siècle pour Hurlement, mais j'ai jamais été amené à jouer à Rome. Mais effectivement, quelqu'un qui veut jouer à Rome, il y a plein de données qui lui manquent, parce qu'il a que des clichés. Et c'est vrai que moi je suis très curieux de tout ce qu'on pourrait, tout ce que tu pourrais nous apprendre là-dessus. Julien. Alors, comme j'ai eu peu de temps pour le préparer, déjà, je partirai pas dans les chiffres, parce que sinon je pourrais avoir des chiffres. Si tu m'avais laissé un peu de temps pour préparer, j'aurais eu des chiffres un peu complets. Est-ce que tu veux ma tablette pour aller Non, mais il faudrait que je reprenne mes cours. En fait, on peut aussi faire avoir accès à mon ordi, mais en fait, les chiffres vont rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que je préviens juste les auditeurs que les chiffres que je vais donner vont être vraiment à la louche. À vue de pif, ouais. Mais ça permettra dans certains cas de se faire une idée. C'est des pincées de sel à la Maïté. Ouais, voilà, c'est la lichette de... D'accord, une lichette de chiffres. Alors, juste en intro, pour vous dire, en fait, la vision qu'on a souvent de Rome, c'est la vision que les chrétiens du Moyen-Âge, les chrétiens nous ont donné, nous ont légué. Ouais. Parce qu'il faut savoir que sur l'Empire romain avait une production littéraire qui était aussi importante que la nôtre, ce qu'on ignore souvent.
Les Romains lisaient beaucoup parce que les livres, ça coûtait pas cher à Rome. Donc l'image du Romain qui sculpte sa tablette le livre. Alors, le livre, en fait, il faut imaginer qu'à Rome, il y a des librairies, il y a des polars, il y a des œuvres de science-fiction qui sont publiées, et le Romain lit énormément. Il y a c'est ouf. Et le prix d'un De la bouquin. péplum fantasy. Attends, Natacha plus le prix d'un bouquin coûte le même prix que le prix d'un bouquin aujourd'hui. Donc c'est accessible pas uniquement à une élite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, comme il n'y a pas d'imprimerie, c'est reproduit par des esclaves. Donc en fait, les œuvres de très bonne qualité, les grands ouvrages précieux sont bien écrits et tout ça. On n'a pas le tiers-monde, nous, pour ça aujourd'hui. En fait, si tu lis un bouquin de SF romain, c'est du SF qui a été recopié, à la va-vite par un esclave, donc qui est bourré de fautes d'orthographe et qui est d'un style littéraire assez... C'est l'équivalent des vieilles imprimantes. Alors, ce qui nous reste de Epson. toute la production Copie ça. littéraire, donc imaginez qu'il nous reste Génial, 200 livres écrits par les Romains. Donc imaginez que sur toute la littérature française et tous les modes d'emploi, toute production littéraire confondue, et je prends littéraire dans son grand ensemble. Dès qu'il y a un support papier avec du texte Voilà, dessus. c'est ça. Imaginez que sur toute notre culture à nous, sur 1000 ans d'histoire, de l'an 1000 à l'an 2000, on garde 200 bouquins. Marc Lévy, un manuel de photocopieuse. Non mais même pas, et une pièce de théâtre de Racine, et dans le tout des trucs qui ont rien à voir et qui, où t'as pas fait le choix, quoi. Et qui peuvent même appartenir au passé. Et alors comment Voilà. t'expliques cette destruction Alors ça je vais te l'expliquer, Ouais, je te l'expliquerai après parce que C'est il y les a reptiliens. très peu de choses qui résistent au temps. Puis c'est la faute des chrétiens aussi, mais je leur en veux beaucoup. Donc. Je vais pas m'acharner sur eux dès le départ parce que sinon on va accuser d'anticléricalisme. Donc imagine que tu gardes 200 livres de notre culture et tout ça pour témoigner de 1000 ans d'histoire française, donc de l'an 1000 à l'an 2000. Ouais. Puisqu'on va balayer là dans ce podcast très largement 1000 ans d'histoire, donc C'est pas avec uniquement 1000 ans 200 bouquins. d'histoire littéraire, en plus c'est 1000 ans d'histoire tout court. 10 ans Ça, d'histoire, c'est- oui, d'histoire et d'histoire littéraire. Là-dessus, alors donc c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous restait jusqu'au 19e siècle. Il nous reste aussi des belles ruines, alors que les gens gardent chez eux, on reprend une statue ou quoi que ce soit. Et fin du 19e siècle, il arrive quelque chose d'assez prodigieux, c'est qu'en fait, on tombe complètement par hasard sur une ville enfouie qui s'appelle Pompéi Ah oui. et qui est dans un état de conservation tel qu'en fait, tout ce qu'on sait, alors l'essentiel de ce qu'on sait aujourd'hui, nous vient de cette époque-là, de la découverte de Pompéi. Et puis aujourd'hui, il y a des fouilles récentes. L'histoire romaine, il faut savoir que c'est du quotidien pour les archéologues. Et c'est des découvertes, enfin pour moi aussi, c'est des découvertes au jour le jour. C'est-à-dire chaque année, il y a une nouvelle découverte qui va bouleverser ce que vous saviez avant. Donc c'est très difficile. Ce que je vous dis, c'est des projections, c'est des choses qu'on sait aussi pas mal, mais il y a une partie même chez nous à prendre avec des pincettes. Donc on va quitter l'histoire fantasmée que vous avez pour partir dans ce qu'on sait un peu mieux de Rome. Et en étant très concret, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire, si j'ai envie de jouer dans Rome à telle époque, comment j'y joue. Alors tu vois, on a balayé 1000 ans d'histoire. Si on part de Romulus, roi de Rome, qui vous dit, je pense... Romulus et Rémus, ouais, la voilà, c'est légende ça. avec les loups. Jusqu'à Parce que- César. Parce que Rome n'est pas qu'un aigle, c'est aussi Voilà. une louve. Hein. Ouais, jusqu'à César. Alors, si on prend toute cette époque-là, on a presque 1000 ans d'histoire à la louche. Donc, la Rome de Romulus est roi de Rome. Alors, tout de suite, vous vous imaginez le roi, la couronne et quoi que ce soit. Alors, Romulus, selon la légende, c'est lui et son frère donc ont été chassés en fait ont été un peu abandonnés, élevés donc par une louve. Alors, je vous rappelle que élevé par une louve, Tite-Live s'amuse le premier là-dessus. Louve en latin, c'est lupa. Et lupa, ça veut dire deux choses chez un romain, ça veut dire la louve, mais ça veut dire aussi la pute. Et donc Tite-Live, le premier, l'historien, me dit oui, la légende nous dit qu'ils ont été élevés par une louve. Il y a plus de chances qu'ils aient été recueillis par une femme. Une prostituée. Donc. Voilà, une femme. Alors, prostituée, pas au sens. Alors, il ne faut pas voir ça dégradant chez les latins, mais une femme qui était, je veux dire, qui vivait en marge de la société. Donc, qui a recueilli des enfants qui étaient abandonnés. Hein. Donc, tous les deux nous racontent la légende. Alors là, on reste juste sur le niveau légendaire sans être archéologique. Bah, tous les deux montent une bande de brigands et ils se retrouvent à 100. Donc, la ville de Rome, c'est Romulus, Rémus et les 100 brigands qui sont avec eux. D'accord. Donc, vous voyez que Donc, pour ils une sont 102. ville...
Voilà, ils sont 102, alors on va pas s'amuser sur les chiffres. Hein, attends, ils étaient 99,5. Donc, ils sont. C'est pas sympa pour Jean-Paul Le Nain. Hein, quoi, et ils sont 102 très vite. Alors, il se trouve que c'est des brigands, donc à partir de 100 brigands, il faut que le camp fortifié soit un peu plus fortifié qu'un camp ordinaire. Donc on va fonder une ville. Alors j'aime bien la ville, ils sont 102 dans la ville. Hein. Ouais, donc vous imaginez la taille de la ville, et il n'y a que des bons hommes. Hein. Donc on est d'accord, au départ ils sont 102 bons hommes. Ouais. Donc suite à une broutille... On est sûr qu'il n'y a que des hommes, enfin c'est la légende. Oui, alors c'est ce que dit la légende, donc ils font une bande de brigands, ils sont 102 bons hommes. Romulus tue Rémus, une petite histoire... Fondation de Rome, pardon. L'amitié fraternelle, tout ça. Le classique, je tue mon frère. Alors en fait, Star Wars 8. Ce qui est très bien dans le je tue mon frère, justifie plein de choses en fait dans l'histoire romaine, y compris le fait que un Romain fera passer la justice avant l'esprit de famille. C'est-à-dire que si Romulus est capable de tuer son frère, ça veut dire que n'importe quel Romain doit être capable de sacrifier ce qu'il a de plus proche pour l'intérêt supérieur. C'est une légende, mais il y a aussi de la psychologie derrière et beaucoup de choses qui sont dites dans cette légende-là. Tu voulais ajouter quelque chose, Natacha ? Non, en fait, je viens juste de me rendre compte que j'allais avoir un truc à dire à mes secondes cette semaine, enfin la semaine. D'accord. Par rapport à ça sera dans leur devoir. Tard, mais... Et il tue son jumeau, c'est-à-dire la personne qui est le plus proche possible de lui. Il tue presque sa propre image. Il tue presque un clone, un général. double. Donc c'est l'idée qu'il est prêt à sacrifier ce qu'il y a de plus proche de lui. Est-ce que tu peux raconter le contexte précis dans lequel il le tue ? Alors il y a plein d'histoires. Tite-Live nous en donne deux. À la Fondation de Rome, Pourquoi il le tue ? Alors il y a deux choses. Soit ils se disputent pour la domination de la ville. Et donc c'est une histoire d'augure, de vol des oiseaux sur la Fondation de Rome. Ils veulent tous les deux prendre le pouvoir. Et dans le camp, ça se dispute et finalement, Rémus tombe sous les coups dans la bagarre. Alors, ce qui est l'histoire la plus triviale, donc c'est genre une grosse bagarre de taverne et il y en a un qui se fait écraser par un banc et qui meurt. Donc ça, c'est l'histoire la moins glamour. La deuxième, et qui est sur le plan poétique. Non, pas poétique, mais sur le plan politique plus importante, c'est que au moment où Romulus trace les fondations de Rome, il délimite un espace qui est un espace consacré. C'est-à-dire qu'on ne doit pas entrer dans Rome avec une épée. Tout ce qui rappelle le sang est interdit dans le cœur de la ville. D'accord. Donc, on n'a pas le droit d'avoir d'épée dans le cœur de la ville, on n'a pas le droit d'avoir de boucher, on n'a pas le droit d'avoir d'exécution publique dans le cœur de la ville, on n'a pas le droit de tout ce qui rappelle le sang. On ne peut pas condamner les gens à mort dans la ville. Donc, pour le provoquer, son frère, en fait, franchit les frontières en disant « Moi, je suis rentré avec mon épée, même pas cap. » Et là, Romulus est face à un dilemme, c'est-à-dire « C'est mon frère. » Mais si je veux montrer que c'est moi le chef et que je fais respecter la loi, je suis obligé de tuer mon frère. D'accord. Et donc il prend son épée et donc il prend son épée, il le tue en dehors de la ville mais il lui fait comprendre que et donc du coup devant les brigands, il a bien compris. Oui, mais on est dans une bande de brigands, une bande de brigands. S'il commence à céder face à son frère, ça veut dire que le prochain, non. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait compris parce que je veux dire il est mort, tu lui poses la question, il répond pas. Ah oui, voilà. Non mais les autres ont compris, je pense. Donc on a 100 donc plus que 101 personnes et puis Romulus à sa mort ne mourra pas puisque c'est un héros, il sera rappelé par les dieux, donc il se retrouve à la disparition de Romulus, il se retrouve 100. Donc on est d'accord, c'est un roi, on lui prête le nom de roi, c'est plus un camp de brigands fortifié. Le boss quoi. Voilà. Et donc, il se trouve au bout d'un moment face à un problème, il n'y a pas de bonne femme. J'adore cette légende. Donc, les voisins dans la colline d'à côté, ils ont des bonnes femmes, donc ce serait bien qu'on leur pique. Donc, on va, plutôt que d'aller leur piquer leurs femmes, on les invite à une grande fête. D'abord, il leur propose quand même. Oui, il leur propose. Est-ce que vous voulez bien nous donner vos filles ? Est-ce que vous voulez nous donner vos filles ? Les autres, non, mais ça va pas et tout ça. Ouais. En plus, vous êtes des brigands. Nous, on a une vraie ville, un vrai bourg. On doit avoir 103 habitants, donc on est plus nombreux que vous. Oui, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, on va faire une grande fête. On va vous inviter. Et dans la grande fête, quand tout le monde est bourré et tout ça, ils en profitent pour enlever les femmes. S'ensuit une guerre, alors ce que j'appelle plutôt une querelle de village. C'est pas ça, les Sabines. Oui, c'est ça, c'est les Sabines. Ouais. Une guerre entre deux villages.
Hein, donc c'est vraiment une querelle de clochers entre les deux. Ils se foutent sur la gueule pendant un certain temps. Et au bout d'un moment... Alors, pendant un certain temps aussi, il me semble que les Romains n'arrivent pas à concevoir malgré tout. Et il paraîtrait que les Sabines aient trouvé un moyen de rester, pas stérile, mais en tout cas de rester... Non, justement, parce que c'est important qu'elles aient eu des enfants. Temps, oui, mais après, elles ont des enfants. Oui. Oui, parce que comme les querelles de village, ça peut durer 100 ans. Bon, là, ça n'a pas duré 100 ans, mais ça dure un certain temps. Et au bout d'un moment, de se foutre sur la gueule... Et ça, c'est très important aussi pour la perception de la femme. Et les femmes en ont marre, qui se foutent sur la gueule. Et leur dit, bon, c'est bien beau vos querelles, vous nous faites chier. D'un côté, il y a mon mari, de l'autre côté, il y a mon père. Alors, si vous pouviez arrêter de vous mettre sur la gueule, ce serait un peu sympa. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la trêve dans la guerre. Je vois ça plutôt comme une querelle de village, où au bout d'un moment, les femmes en ont marre, qui renversent le repas pour aller se castagner avec le voisin. D'accord. Donc du coup, elles disent, bon, maintenant les gars, c'est fini. Et ça, c'est très important, je pense, dans l'histoire romaine, parce qu'on voit la femme comme inférieure à l'homme. Elle est inférieure à l'homme à Rome, mais elle n'est pas inférieure comme la femme peut l'être dans la société elle française. Elle pourrait mieux que ça, parce qu'elle s'interpose dans les combats et brandit le bébé au milieu des combats. Alors oui, là, on a les beaux tableaux, mais... Les beaux tableaux, voilà, mais je pense qu'elles interviennent dans leur... Donc ça, c'est Rome en 753 avant Jésus-Christ, donc... Un camp de brigands fortifiés qui a des pratiques un peu plus ou moins douteuses et puis qui se bat. Et maintenant, ils ont des meufs. Voilà. Donc, ils peuvent continuer et donner un avenir à leur vie. On se projette après, pratiquement 1000 ans plus tard, autour de l'an 0, avec Jules César. C'est un peu brutal, non, comme transition? Ouais, c'est brutal, mais je vais vous montrer. Jules César, c'est quelqu'un qui marque la fin de la République parce que romaine. Oui, je vais zapper, mais je vais vous en reparler. C'est lui qui est passé l'ordre 66, c'est ça? Quoi? Référence à Star Wars 3. Et qui... Alors là, on a une Rome qui est complètement différente. On a une Rome qui est, à comparer à des villes, alors c'est difficile parce qu'en fonction des gens qu'on connaissent, moi j'aimais bien, j'ai enseigné à Caen pendant pas mal d'années. Donc c'est une ville qui a la taille de Caen, avec 1 million d'habitants. Un camp romain. Alors, désolé. la ville de Caen avec 1 million d'habitants, ça veut dire Caen avec 10 fois plus de monde. Ça veut dire que quand vous croisez Caen, c'est une petite ville en Hauts-de-France, agréable à vivre et tout. Si vous voyez 10 fois plus d'habitants dans les rues, tout de suite, ça fait... vous êtes dans une ville très dense. On est dans Paris, on est dans niveau densité, on est dans Tokyo, on est dans... Voilà. Quand il me semble que c'est très étendu, justement, que c'est très large. Ouais, mais quand tu te balades dans les rues, tu te dis quand même que c'est une ville. Tu te dis pas que tu es en province. Bon, pas complètement, mais... Okay. Donc, cette ville-là, c'est une ville très dense, alors qui va nous rappeler nos quartiers de Paris, qui va nous rappeler des quartiers de Tokyo, qui... Ouais, donc il n'y a pas la place de foutre un putain de pluvarium dans chaque maison, on est d'accord? Alors, avec des immeubles qui font plus de 8 étages pour la plupart... Ah oui, donc là, des immeubles en pleine ville avec chacun qui n'a pas forcément les moyens, donc il y a une pièce, un F1, et parce que on n'a pas les moyens de... C'est représenté dans Astérix, c'est les habitations. Voilà, c'est les habitations, les insulas. Alors ça s'appelle les insulas, les immeubles en fait. Alors qui sont des immeubles construits à la va-vite, donc qui ont tendance à s'écrouler un peu rapidement, en fonction des... Bah oui, parce que c'est fait vite. Et alors dans cette ville-là, on a César qui commence à vouloir prendre le pouvoir, qu'on a éloigné de Rome parce qu'on se rend compte qu'il a beaucoup de succès. César, il faut savoir que c'est un homme politique comme... on n'en a plus aujourd'hui. C'est un homme politique qui plaît au peuple. Alors, il n'a pas forcément des mesures qui sont très populaires, mais les gens l'adorent. Donc, son rival, Pompée, se dit « Ah ben tiens, on va l'envoyer faire la guerre ailleurs. » Et du coup, les gens vont l'oublier. César, qui se trouve être à la fois un mec assez doué en politique, mais aussi un écrivain pas mauvais du tout, se dit voilà, je vais partir faire la guerre, mais en fait, toutes les semaines, je vais envoyer un compte-rendu. N'hésite pas à intervenir, Natacha. J'ai l'impression qu'elle a tiqué sur le fait que je conteste la qualité littéraire de César. Quand même. Attends. Le gars, toutes les semaines, il envoie le compte-rendu à Rome de ce qu'il a fait. Ah oui, il y met de la quantité, mais j'ai pas dit qu'il... il y va. Ce que je veux dire, c'est qu'il y va, on lit donc, comme à l'époque, il y avait des crieurs de rue, on lit ces textes sur la place publique, et évidemment, tout le monde s'enthousiasme pour les aventures fabuleuses de César, qui en rajoute, qui en fait des caisses. C'est de là, on disait que César parlait à la troisième personne, c'est parce que juste les comptes rendus
il écrivait les comptes rendus comme si c'était pas lui César, évidemment. Mais il écrivait tous ses comptes rendus toutes les semaines. Alors, César arrive à conquérir l'Allemagne, conquérir l'ensemble de la Gaule, aller jusqu'à la moitié de l'Angleterre. Et donc, il agrandit globalement le territoire, il rend les Romains plus riches, et il rentre à Rome, acclamé par la foule. Et là, il faut voir en fait un peu un show à l'américaine, comme seul Obama... Pardon ? Et Pump It Up. Ouais. Alors, vous voyez les shows à l'américaine, et imaginez-vous que les Romains font des shows exactement comme ça. Le triomphe de César, il remonte donc le Capitole, la colline de Rome, en char. De chaque côté des escaliers, il y a des éléphants qui tiennent des flambeaux. Donc le mec, il fait son show, quoi. Il monte, c'est moi le boss. Et il fait son show. Lui se balade au milieu de ces éléphants, donc portant des flambeaux. Il y a la foule qui l'acclame, quoi que ce soit. Il y a des centaines d'esclaves, de prisonniers qui l'accompagnent. Et lui, pendant ce temps-là, il jette des pièces d'or à la foule. C'est peut-être l'inventeur du bling-bling, en fait. Les Romains étaient super bling. il a un... En plus populaire. Je veux dire, et on l'a beaucoup critiqué pour ça, mais il sait faire des trucs, il sait faire des shows à l'américaine. C'est l'inventeur du pendentif dollar. Mais ouais, non, mais il faut vous imaginer comme un mec, mais qui maîtrise le bling bling, puissance. Je veux dire, à côté, Obama, c'est un enfant de cœur, quoi. Je pense que il a aucune technique de communication. César, c'est vraiment, il fait de la com, quoi. On n'a pas oublié son nom 2000 ans après, quoi. Donc ça c'est les deux villes. Je voulais que vous compariez ces deux villes, le camp de brigands fortifié et la Rome de César, qui est une espèce de mégalopole. Alors oui, Rome... Juste un point sur César. Il y a un épisode, on dit souvent qu'il a franchi le Rubicon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux décrire là en fait rapidement? il provoque Rome parce que quand il retourne à Rome, évidemment, il a eu tellement de succès que le Sénat ne veut pas, et surtout Pompée ne veut pas qu'il revienne à Rome. Donc, on lui interdit de franchir le Rubicon. Alors, puisqu'il faut savoir... C'est de franchir avec ses troupes, je crois. Oui. Et c'est le sujet de la série, ou en tout cas de la première saison de la série. Voilà. Alors, c'est aussi... alors, il y a beaucoup de mythologie là-dessus, parce que est-ce que l'événement a existé ou pas du tout, c'est très discuté au niveau historique, puisque... mais aujourd'hui, l'expression est restée... Ouais, alors, franchir le Rubicon, alors, c'est quelqu'un qui le rapporte 50 ans après sa mort, quelqu'un donc qui n'a pas assisté du tout au truc, et qui nous raconte. Mais en fait, c'est l'idée que l'homme politique accepte de franchir une barrière. Il franchit une étape. Il franchit une étape dans sa carrière politique. Il franchit un fleuve qui était interdit de passer en armes, soi-disant. Alors après, il est aidé par les dieux pour le franchir. Donc il y a plein de mythologie là-dessus. C'est intéressant cette histoire. Il le franchit un interdit. Oui, puis mais franchir le Rubicon. C'est vraiment. En tout cas, ce que fait César, c'est de franchir un interdit. C'est comme ça que c'est présenté. Alors non, en fait, il ne franchit pas un interdit. Il est reconnu par les dieux. Si vous prenez le texte latin d'origine, quand César franchit le Rubicon, c'est un passage en fait. C'est pas un passage. César rentre à Rome et il sait qu'il n'a pas le droit de franchir. Alors le Rubicon, mais imaginez la limite imaginaire, il y a un moment où il va devoir laisser ses soldats derrière lui. Et il a peur qu'en laissant ses soldats derrière lui, il se fasse assassiner à son retour parce qu'il a trop de succès politique. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rentrer à Rome par des... Alors, nous dit la légende, là encore, il décide de rentrer à Rome par des chemins détournés. Et il se perd en pleine campagne. Ouais, d'accord. Complètement. Ses éclaireurs sont des gars du coin, on lui donne des chemins. Et alors qu'il est en pleine campagne, sous la flotte, dans l'averse, en pleine nuit, il entend un berger qui joue de la flûte. Et complètement du pipeau cette histoire. Voilà. Guidé par la flûte du jeune berger, il arrive à un jeune berger qui l'entraîne, un peu comme le joueur de Hamelin, qui l'entraîne. Alors, quand on voit la description du jeune berger, c'est vraiment la figure du dieu parce qu'il est jeune, il a des, vous voyez, avec des grappes de fruits dans les cheveux, voilà, tout ça, des plumes au bout des pieds. Il suit naïvement, puisqu'il est perdu dans la tempête, il suit le berger et il se retrouve à franchir le Rubicon presque malgré lui. Donc il y a l'idée qu'il n'a pas franchi interdit,
C'est les dieux C'est qui les l'ont mis dieux à cette place. qui l'y ont amené à cette Ça place-là. ressemble fort à de la propagande Voilà. césarienne. Ça. Voilà. Alors ça, bien sûr, Parfait. évidemment. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ces deux événements, c'est qu'ils répondent au premier meurtre, à celui de Romulus contre Rémus, parce qu'au final, il rentre en armes dans la ville, alors que qu'il a l'État pas le le droit. lui avait interdit. Voilà. Donc il y a un côté ultra, comment on dirait, c'est pas profanation. C'est le putsch des généraux. Ouais, voilà, c'est ça, mais il y a un côté très. Et en fait, qu'est-ce que fait César? En fait, ce qui on le condamne, c'est pour sa Transgressif, popularité, mais aussi parce que il va vouloir épouser Cléopâtre. Alors, pourquoi est-ce que le fait d'épouser Cléopâtre le condamne aux yeux de la population et du Sénat? Parce qu'en épousant une reine, il devient roi. Et donc, il remet la royauté en place. Alors, il faut savoir que pour les Romains, le mot roi, c'est une insulte. Comme le mot socialisme aux États-Unis. Ouais, exactement. Ouais, voilà. C'est vraiment... Le mot roi est utilisé chaque fois dans les termes romains, alors à part pour quand eux parlent de l'époque royale, avec une histoire d'infamie. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Rome a connu sa révolution française, qui était la révolution romaine. On a jeté le roi à bas parce qu'on estimait que les rois avaient abusé du pouvoir au bout d'un moment. Et donc, on met en place une république, et pour éviter tout débordement politique, on arrive à avoir une structure politique qu'on retrouve dans très peu de pays au monde aujourd'hui. On a 2 chefs d'État. On a 2 chefs d'État qui gouvernent la République. Donc, pendant toute cette période entre Romulus et... Enfin, un peu après Romulus, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs rois à Rome. Je suis en train de réfléchir. C'est pas mais- 3 Non, il y a 2. Le triumvirat, je sais pas quoi. Le triumvirat, c'est Tu sais que c'est une association de... je me renseignais récemment sur la politique iranienne et le système de l'État iranien, et ça fonctionne comme ça aussi. Il y a très peu de pays au monde qui l'ont fait, il y et a c'est très intelligent. C'est un parce que pouvoir. Vous avez réparti. 2 chefs d'État, et l'un a veto sur l'autre. C'est de l'autorité partagée. Voilà, c'est-à-dire que... Et en plus, il y a quelque chose d'assez tordu, c'est qu'ils n'ont... Ça n'empêche pas la garde. dictature. Hein, Oui, mais alors ça n'empêche pas les dictatures, mais ils n'ont qu'un jeu d'emblème de pouvoir. C'est-à-dire que quand le consul, donc il y a 2 consuls à Rome, quand le consul se promène avec sa garde, il n'y a qu'une seule garde. Donc il n'y en a qu'un seul qui est gardé. L'autre n'est pas gardé. D'accord. Quand le consul est chef d'État, c'est le consul qui va faire la guerre. Quand il va faire la guerre, il n'y a plus qu'un seul consul à Rome. Donc ça oblige le consul qui est parti faire la guerre à revenir le plus vite possible, Pour éviter. s'il n'a pas envie que l'autre prenne le pouvoir en attendant. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de pouvoir et de contre-pouvoir qui fait que, en fait, quand on doit aller faire la guerre, on pousse très vite l'autre à aller faire la guerre, parce qu'on n'a pas tellement envie soi, mais on est obligé de le faire. Donc il y a un espèce d'équilibre très, très subtil dans la politique. Alors, juste un point, tu disais que tu avais envie de nous montrer quelque chose par rapport au parallèle qui existait entre... C'est pour ça que je te parlais du parallèle qui existait entre les 2 événements pour permettre de faire une transition, mais tu l'as pas saisi au vol, c'est pas grave. Mais non, oui, sur le fait que les deux... Il y a une grande différence entre la ville que conquiert César et la ville telle que tu nous l'as décrite au début. Où est-ce que tu voulais en venir? Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était la ville entre les deux, entre la D'accord. fin de la royauté et celle qui va commencer à la période de César. Et il y a un personnage qui va faire le lien entre les deux, c'est que à partir du moment où on chasse les rois, on s'installe dans une vraie ville qui est la ville romaine traditionnelle qui va durer le plus longtemps, en fait. Donc, la révolution romaine est menée par Brutus, donc qui tue le premier roi de Rome, et qui est en même temps celui qu'on pousse, alors c'est pas le même, mais si on pousse Brutus, le fils adoptif de César, à tuer César, c'est parce que pour la population ça fait écho, le roi est tué par Brutus à chaque fois. D'accord, il y a eu 2 Brutus. Il y a eu 2 Brutus, deux Brutus et différents. la population, on a parfaitement conscience. Si D'accord. on a instrumentalisé Brutus... 2, c'est parce qu'il y avait Brutus 1 qui avait Voilà. existé, et On c'est a cool, il a le même nom. On a instrumentalisé Brutus pour qu'il tue César et pour que les gens voient bien le parallèle entre les deux. Et c'est rois. vrai qu'il y a une dimension communication dans ce que tu nous décris là,
Vous dites bling bling de façon Ouais. un petit peu péjorative, mais au-delà de ça, en fait, c'est de la communication. On C'est-à-dire, tue un homme qui est adoré et par du la foule. symbolisme. On tue un homme qui est adoré par la foule. La seule manière que la foule le déteste, c'est qu'il l'associe à l'image du roi. Donc on le fait tuer par un Brutus et on fait croire qu'il veut épouser Cléopâtre pour devenir, non pas roi de Rome, mais roi d'Égypte. Ouais, d'accord. Donc, D'accord. Alors là, Il y avait- c'était juste pour l'environnement politique. Et maintenant, si on vit dans la vie quotidienne, parce que c'est un peu ça qui va nous intéresser, là je vous ai fait un tableau un peu extrême, si on veut comprendre la vie politique romaine, en quoi elle est très différente de chez nous aujourd'hui, c'est que, bon, on a 2 hommes politiques, est-ce que ça a des répercussions? Je pense pas au niveau du citoyen. Ils sont pas élus pour très longtemps en plus, je crois. Non, ils sont élus pour des périodes très courtes. Hein. C'est Un ou des 2 charges ans, annuelles, ou- en fait. ouais, c'est ça, Ils sont annuel, renouvelés par moitié, donc en fait, ils restent 2 ans au pouvoir. Oui, c'est ça. D'accord. C'est court hein, pour prendre Mais des décisions. oui, parce qu'en même temps, ils ont pas un rôle très. Les chefs d'État n'ont pas un rôle très important à Rome. Ils sont juste là De pour. toute façon, ce que tu décris, un système où tu as le droit de veto sur l'autre, Voilà. c'est un système qui est fait pour être stable et pas pour être dans une évolution constante. Ils ont une sorte de système qui tourne. Tant que ça commerce, tant que machin, il n'y a pas besoin de spécialement de nouvelles lois. Il n'y a pas de nouvelles technologies révolutionnaires, il n'y a pas de grands chamboulements peut-être qui nécessitent... Et en fait, disons que la politique joue pas un rôle social. Alors c'était un peu le deuxième aspect que je voulais développer, parce que là, c'est ce qui va vous intéresser si vous jouez dans la ville de Rome, c'est qu'on a une ville où il n'y a pas de police. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Donc, j'ai dit tout à l'heure d'une ville d'1 million d'habitants, 1 million d'habitants qui se gèrent tout seuls. C'est des Romains, il n'y a pas de CRS. Alors je comprends Non. pas. Alors, il y a des CRS, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont chargés de calmer les émeutes. Mais tu t'es fait voler ton manteau à Rome, tu t'es fait voler ta bourse à Rome, tu vas pas voir la police. Alors, tu vas voir le parrain. Voilà. Cette vision qu'on a de la mafia, Rome fonctionne de façon très saine, on va dire, avec une vision mafieuse en fait, tout simplement de la société. Tu peux le voir mafieux. Je pense que s'il n'y a pas de police, tu peux le voir comme si c'était de l'anarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autorité qui est là, et donc l'autorité on l'a créée. Non, il y a une autorité. Ouais, mais l'autorité elle a été créée. Elle est créée par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un problème et que tu veux pas le résoudre toi-même, et que tu as quelqu'un qui te propose que tu le payes pour le faire, l'anarchie c'est l'ultralibéralisme. Hein. Oui, mais t'es pas du tout dans l'anarchie, parce que tu vas voir pourquoi. Il y a une autorité. C'est pas évident ça, Adrien. Tu te souviens des 100 compagnons de Romulus que je t'ai parlé? Ouais. Eh ben, les 100 compagnons de Romulus, c'est ceux qui fondent les 100 familles. Alors, famille au sens italien du terme, la famiglia, ou la famille de la pègre. C'est-à-dire que sur Rome, c'est pas 100 familles, le père, la mère, les enfants. C'est qu'il y a 100 familles qui tiennent Rome. Et donc, le chef de famille, le pater familias, mais qui fait penser au parrain, c'est lui qui fait la loi. C'est l'équivalent des patriciens? Ou les patriciens, c'est juste Non, une c'est sorte pas les de- patriciens. Non, là, de- c'est les sénateurs. C'est le Sénat. Les membres du Sénat, en fait, ce qui est paradoxal, les 100 membres du Sénat, c'est-à-dire nos sénateurs à nous qui sont pas tellement utiles, on demande à quoi dans notre République, c'est, imaginez-vous que les 100 chefs du Sénat, c'est les 100 parrains des 100 familles qui se réunissent. Donc, ils vont régler tous les problèmes les plus communs qui peuvent avoir lieu au sens de leur famille étendue. Donc, mariage, ou alors j'ai un fils qui fait le con. Et si j'ai un fils qui fait le con, qui commence un peu à... Bah oui, parce qu'il est riche, il a de la thune. Souviens-toi de Rémus, fous-lui Voilà. ton épée dans la gueule. Donc, on va régler le problème. Et on règle le problème sans faire intervenir à aucun moment la loi. C'est-à-dire qu'en fait, la justice ne sert qu'à une chose, à amener un condamné devant la loi. Et quand je dis amener un condamné devant la loi, c'est-à-dire que la personne que vous emmenez devant la justice, il est déjà pré-condamné. La justice n'est là que pour montrer que on l'a pas tué dans une vieille venelle sombre. Et que c'est un acte public. Que c'est un acte public. Mais il est et déjà justement, condamné. ça a lieu en public pour que tout le monde dans la ville en ait conscience, et aussi que ça montre l'exemple. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des jeux aussi, des jeux de rôle. Parce que quand tu es jugé pour un crime que tu as commis, il y a les 100... Tu vois, c'est encore de la com, ça. Voilà, il y a les 100 pater familias qui sont là et qui regardent le peuple et qui leur disent, voyez, il se passe des conneries chez nous, mais nous, on règle le problème. Et on est tous d'accord pour régler le problème. Et ce gars-là, il va être jugé sous nos regards. Donc il y a le juge, oui, il y a le juge, il y a les avocats qui parlent, mais il y a la pression derrière.
Le gars est pas jugé en toute. Il y a quand même une notion de procès avec des avocats. Oui. Il est pas. Non, juste ce que je veux dire, Mais il était déjà coupable. Ouais, mais enfin, il y a une différence entre tout le monde est au courant qu'il est déjà coupable, on fait un pseudo procès, et il y a un vrai procès, les gens n'étaient pas et croyaient que c'était un vrai procès. Alors, est-ce que c'est de la mise en scène ou est-ce que les gens croient que c'est un vrai procès? Alors après, je pense que le peuple pense que c'est des vrais procès. Mais ça, justement, c'est une figure d'autorité. Important, si tu veux jouer dans... Excuse-moi, c'est un... Bon, après, j'invite aussi les auditeurs à se renseigner sur les points de détail, mais c'est très intéressant. Mais je te donnerai après un exemple aussi d'une affaire. D'une affaire, ouais, c'est ça. Ouais, et est-ce qu'à un moment donné, dans ce processus, ils font appel aux dieux? Est-ce qu'il y a un jugement divin quelconque les dieux sont intimement liés à la vie romaine, puisque le chef les chefs de chaque famille prient le Lar, qui est donc le dieu de la famille. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quand ils jugent quelqu'un, est-ce qu'ils vont aussi, je sais pas, piocher au hasard entre un jeton blanc et un jeton noir si Ah non. Non, c'est un vrai. Faire appel à un augure qui va interpréter. Non. Alors, il y a tout un tas de rituels, mais ça, je dirais qu'on va trouver dans tous les mondes un peu médefans. C'est-à-dire que à l'ouverture d'un procès, il y a un rituel. À chaque acte. Alors, la religion fait partie de la vie quotidienne, donc vous pouvez pas imaginer. Ma question était vraiment spécifiquement sur la justice, mais voilà. D'accord. Mais en justice, oui, mais c'est pas les dieux qui rendent la justice. Quoique t'es inspiré par les dieux. Mais c'est une figure. Alors je suis désolé, je reviens sur ma question. C'est une figure de l'État, ça, les pater familias. Sans pater familias qui décident, qui gouvernent. Oui. On peut pas dire qu'ils font autre chose. Ils sont donc certes c'est pas de élus, l'anarchie. Mais tu vois, c'est ça que. Alors ils sont pas élus, mais je veux dire ils ont une autorité morale sur la vie. C'est comment dire c'est une autorité naturelle qu'ils ont. Mais vraiment au sens naturel, au sens biologique du terme, c'est-à-dire ils sont nés autorité. Alors attention maintenant, dans le sein de la famille, quand ils se succèdent, c'est une fausse succession héréditaire. Ah, c'est pas de père en fils. Alors normalement, si c'est de père en fils, mais c'est pas quand on dit père en fils, c'est pas son fils. C'est-à-dire il choisit au sein de sa famille la personne qu'il pense être digne d'être son successeur, et il l'adopte. Alors c'est pas d'adoption comme nous, vous savez, comme César a adopté Brutus. Voilà, nous on adopte. C'est pareil, la vision d'adoption chez les Romains, c'est pas j'adopte parce que je peux pas avoir d'enfant. C'est je considère, on adopte toujours un adulte. C'est-à-dire cet homme est digne d'être mon fils, j'en fais mon fils. C'est mon successeur, ce qu'on appelle nous un successeur spirituel. Voilà, c'est-à-dire que ton fils, il a 45 ans, puisqu'au moment où tu vas le choisir, toi t'en as 70. Il a 45 ans. Je veux dire, c'est un homme accompli. C'est un homme qui a déjà. Je veux dire, il est. Alors, ça peut être ton vrai fils. Alors, ça peut être ton vrai fils. Il peut se trouver que ton vrai fils est suffisamment capable pour. Mais je veux dire, si c'est un abruti, tu vas pas prendre ton fils. C'est une immense responsabilité morale. Il n'y a pas le coup de c'est mon fils, mais il est pas digne, mais c'est quand même mon fils. Mon fils, ma bataille. Voilà, c'est ça. On s'en fout. Si ton fils est un abruti, tu prendras ton cousin ou le cousin du cousin. Très bien, ok. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la vie quotidienne? Alors, j'ai un exemple que je vais tirer d'un bouquin qui était assez précis là-dessus. Imaginez qu'on vous vole votre manteau quand vous êtes à Rome. Aujourd'hui, on vous vole vos affaires, vous allez à la police. Porter plainte. Voilà. Alors, on va prendre un cas un peu plus compliqué. Vous êtes étranger à Rome, vous venez d'arriver à Rome, vous vous posez dans une taverne pour boire un coup, et on vient de vous voler votre manteau. Pas de bol. Qu'est-ce que vous faites? Alors il faut savoir que quand on est à étranger à Rome, en train de jouer là. C'est ce que je vous propose. Quand vous êtes étranger, je tire une flèche. Attends, mais t'es étranger, donc tu peux pas en référer. Quand t'es étranger, en fait, t'es pas étranger. Tu ne peux séjourner à Rome que si t'es hébergé par un pater familias, hein? D'accord. Puisqu'ils savent que t'es là et tu es donc. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es invité à Rome, en fait. T'es invité à Rome. Oh là. Il y a des pays où ça se fait comme ça aussi. Je crois que la Russie, tu peux pas la visiter si t'as pas une adresse, référence. Ça peut être celle de l'hôtel, mais je crois qu'il faut être invité, donc peut-être invité par l'hôtel. Et comme c'est un rendu d'invitation, en fait, il est garant de ta. Oui, il est garant. Oui, mais aussi, en fait, quand un Romain va dans une ville frontière ou quoi que ce soit, tout le monde veut l'inviter. Parce qu'on sait quand. Ah oui, parce qu'on sait qu'en échange, tu vas avoir l'invitation. Tu peux répéter? Ouais, pardon. Quand un Romain sort de chez lui, tout le monde veut l'inviter parce que tu as envie aussi que le Romain puisse t'inviter à Rome. En échange. C'est-à-dire qu'en invitant un Romain, tu t'invites à Rome. En fait. D'accord. Donc en gros, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au final, tous les citoyens de Rome,
étaient liés en fait à un pater familias. Alors, tous les citoyens eux-mêmes, mais même les citoyens en dehors. T'es marchand de vin gaulois. Ouais. Tu vends ton vin qui vient de Gaule. Tu vas pas pouvoir vendre ton vin à Rome. Personne t'achètera ton vin à Rome. Parce que les pater familias interdiront qu'il y ait la moindre personne qui vienne à ton commerce. Ouais. On est dans un raisonnement mafieux, hein, Oui. comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? En fait, t'habites à Rome, t'habites dans ta petite ville, t'habites à Lyon, à Gauloise, l'Autonome. Et t'apprends qu'un pater familias veut venir à Lyon. Un pater familias ou quelqu'un Quelqu'un, de sa citoyen, famille est venu, un citoyen romain est venu. Mais tu dis, mais écoute, je Viens. t'héberge chez moi, Viens chez moi. viens, t'as besoin d'une femme, tiens, je vais... Alors, une femme pour la nuit, hein. T'as besoin d'une femme pour la nuit, qu'est-ce que t'aimes boire, qu'est-ce que t'aimes manger, tiens, je te laisse ma chambre, dors-y, tu vas voir, je te laisse même ma femme, tu veux me coucher avec ma femme, couche avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière, Il sera invité. le Romain lui rendra l'appareil. Ouais, D'accord. d'accord. Et que le jour où il aura envie de vendre son vin à Rome, il ira à Rome, la personne qui l'aura invité fera la même chose, le laissera rentrer chez lui. Tu veux vendre ton vin? J'ai des boutiques de vin. Va le vendre dans mes boutiques. D'accord. Donc, C'est du réseautage. voilà. Avec C'est quelques du abus réseau. à gauche à droite, Alors, mais c'est... Ce Romain, cet étranger-là, Plutôt à droite. cet étranger-là, donc qui vient d'arriver à Rome, il connaît à peine Rome. Et il s'est posé dans une auberge pour boire un coup. Alors c'est pas un marchand de vin, peut-être c'est un marchand de blé celui-là. Il s'est posé parce que après la route, il a un peu soif. Et il a laissé son manteau. C'est un beau manteau, c'est sa femme qui lui a fait. Donc il a envie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la famille. Alors pas forcément le pater familias, il n'est pas directement en lien avec lui, mais il va voir le pater familias. Pater familias se dit, t'étais dans quelle auberge là? Ah, ça c'est pas mon quartier. Par contre c'est le quartier de machin. Je vais voir avec machin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer voir avec l'autre pater familias. Il dit écoute, j'ai quelqu'un qui est sous ma protection, là, un étranger, un de mes invités, hein, c'est bien un invité. J'ai un de mes invités qui s'est fait voler mon manteau dans cette auberge. Ça donne pas une belle image de Rome. L'autre lui dit c'est vrai. Faut pas trop mettre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 de ses esclaves. Il dit vous passez à l'auberge et vous me réglez le problème. Les 2 esclaves passent à l'auberge, ils vont voir l'aubergiste, qu'ils connaissent forcément parce qu'il fait partie de la famille, il fait partie du réseau. Et il dit donc, on a un de nos clients là qui s'est fait voler un manteau ce matin. Tu sais pas qui l'aurait volé? L'aubergiste, il a pas fait gaffe, attention. Par contre, il sait... Attention à ton micro. Pardon. Il a repéré que dans l'auberge, il y en a un vaguement qui traîne tout le temps. Salle de service qui doit être voleur et tout ça. Il dit allez voir machin, c'est lui qui a dû prendre le manteau. Il y a l'autre voleur là. Voilà, c'est l'autre là, il traîne tout le temps, c'est un mec pas un mal. Qu'est-ce que vont faire les 2 esclaves? Ils vont chez le gars. Messire Gardacan. Voilà. Ils vont chez le gars se trouve avoir un manteau chez lui qui est pas mal. Et bah, c'est ce manteau-là, c'est forcément ce manteau-là. Ils cassent la gueule au gars, ils repartent avec le manteau. Putain. Et ils vont rendre à l'étranger son manteau. Qui n'est pas forcément le sien, mais que l'étranger, l'invité, va accepter parce que c'est forcément son manteau. Alors, est-ce que je peux poser une question sur la suite du scénario? Ouais. Ok, alors maintenant ce mec qui s'est fait tabasser, qui s'est fait piquer son manteau, il va voir son pater familias et Non, fait, écoute, non. j'ai 2 mecs qui ont débarqué, qui m'ont cassé la gueule, qui m'ont piqué mon manteau. Non, parce que, alors, voilà. La maison qui rend fou. En fait, la Première Guerre mondiale, c'est Voilà. le même manteau qui a été volé pendant 1000 ans. Ce problème-là, il est réglé à l'avance. C'est-à-dire que si la personne qui aurait volé le manteau se trouve sous la protection d'un autre, on va passer par l'autre pater familias. Donc c'est vraiment du réseautage. C'est vraiment... Ok. Et en général, on s'arrange pour casser la gueule à quelqu'un qui le mérite bien. Oui, j'imagine. Enfin, j'imagine, il doit y avoir quelques mecs qui, pas de bol, se font péter la gueule. Attends, ils ont ceux-là, plus de manteau voilà, chez eux, ils ont hein. plus Pas rien. présenté comme sont ça, coupables de- la menace a l'air suffisamment importante pour empêcher quiconque Voilà. qui aurait des intentions Voilà, de voler un c'est manteau ça. de le faire. quand Et même. puis surtout, la question que je pose, c'est que du coup, tu ne peux pas rentrer. Enfin, il n'y a pas d'inconnu qui rentre à Rome. Alors, si, pour la journée, Ouais, j'imagine que oui. mais pas pour vendre des trucs. Mais du coup, un inconnu qui rentre à Rome, qui vole quelque chose, qui se barre, ça passe. Non. Enfin, parce qu'il se fait repérer, parce qu'il est Mais pas. non, alors parce que tué. déjà Rome, c'est une espèce de... Tu vas à la capitale, tu vas à la ville, déjà, parce que c'est la seule... Ouais, bien sûr. Le mot romain urbs, qui désigne la ville, n'est appliqué qu'à Rome. Rome, c'est la ville. Sous-entendu, toutes les autres villes autour de Rome ne sont même pas des villes. Alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, à l'époque de César, Rome, elle est toute en pierre. Et sur les toits sur les toits, on s'est dit,
comment est-ce qu'on pourrait en foutre encore plus la vie aux gens? On a recouvert tous les toits de feuilles d'or. Ah bah oui, ça fait classe. Ouais. Le matin, vous avez votre marchand Bling, de vin bling. qui arrive du fin fond de la Gaule, qui a fait ses 2 semaines de voyage, et il arrive au matin, il voit une ville Ouais, qui, avec le soleil du matin, étincelle. Ouais. Il est réellement dans la ville des dieux. oui, c'est clair. Il y a le soleil qui Ouais, le... ça- je veux Putain, dire- faudrait qu'on propose ça. Hein. Ouais. Putain, Paris, ça serait quand même plus joli. Hein. Ah bah, je sais pas si tu as remarqué que pour le passage du millénaire, ils ont refait toutes les dorures à Paris sur Ouais, mais les une grands différence entre monuments. refaire les dorures et puis en foutre partout. Voilà. Quoi. Je veux dire, en foutre Là, on en partout. fout partout. Je terminais, donc là c'est une vision de la justice. Je terminais avec, parce que vous avez parlé tout à l'heure on a parlé un peu vaguement de racisme. Tu parlais je sais plus qui parlait d'un Romain bien blanc, c'est toi Romaric je crois. Oui, mais c'est juste l'image. Et on a de parlé des femmes, on a parlé du sexe. Alors, la femme romaine est soumise à l'homme, mais elle a quand même 2 pouvoirs. Alors c'est la femme italienne quand même, hein, parce qu'il faut savoir que la femme italienne, même aujourd'hui, n'a rien à voir avec la femme française. Donc la femme romaine est maîtresse chez elle. C'est-à-dire que même si son mari a des ambitions particulières, c'est elle qui décide. La politique de la ville, elle en a rien à foutre. Mais par contre, chez elle, on ne met pas les pieds. D'accord. Parce que les femmes n'ont pas le droit de sortir. Les femmes font pas le marché. C'est les hommes qui font le marché. Ou les esclaves. Ou les esclaves, ouais. mais hommes. Pas les femmes. Donc, les femmes restent cantonnées à la maison. Mais donc, à la maison, elles font la loi. D'accord. Et C'est pareil chez les Grecs, non? chez les Grecs, c'est encore pire. C'est encore pire. Enfin, Parce que je sais que la les femme femmes C'est une pièce de la quand même un maison. peu de Ouais, je liberté, sais que les ouais. femmes sont enfermées, Donc, mais... Ça, c'est une chose. Par contre, Non, la gros, pas de femme pièce, mais- a le droit de divorce, elle l'a toujours eu. Parce qu'elle est la maîtresse chez elle, et donc si elle n'est pas contente de son mari... Alors, on ne se marie pas par amour, on est d'accord. Hein. Un Romain se marie à 30 ans. Il n'a pas le droit de se marier avant. D'accord. Donc, il n'arrive pas vierge au mariage. Ou rarement. La femme, par contre, se marie quand elle est nubile. C'est-à-dire dès qu'elle a eu ses premières règles. Donc elle peut se marier autour de 16, 15, 14, je sais avant. pas. Avant, même. hein, Avant, bien parce avant, que, oui. En plus, je pense Oui. que l'âge des premières règles devait pas être le même Oui, oui. que maintenant. ouais. D'accord. Donc, et on se marie... Justement, il me semble Ouais. que les règles à l'époque, elles étaient plus tard parce que peut-être Après, un peu moins nourries oui, ou oui, autre. Bon, en tout cas, je sais pas Enfin, bon. Ouais, où elles en étaient les règles, mais il faut les Elles étaient respecter, ça c'est mineures. sûr. Elles étaient mineures. Oui, oui. Donc, elle se marie à cette époque-là. Alors, De notre point de vue. on se marie que dans les riches familles, donc les pauvres ne se marient pas. Alors, les pauvres peuvent vivre en couple, mais ils n'ont aucune raison de se marier. C'est-à-dire, ils vivent en couple, s'ils veulent plus rester ensemble, ils divorcent pas, mais ils se séparent, ils vivent en communauté de vie. Chez les riches, on se marie pas par amour, c'est vraiment juste impensable. On se marie pour des intérêts familiaux. D'accord. Il y a 2 riches familles qui lorgnent l'une sur l'autre. Et ben plutôt que d'en arriver à des combats à la Roméo et Juliette, on va marier l'un avec l'autre et comme ça on évitera toute querelle. Hmm. Donc si elle aime pas son mari, et ben elle apprendra à l'aimer. Puis de toute manière, il y a suffisamment de C'est elle qui dirige la maison, donc il va voilà. pas faire chier. Et puis quoi. ils peuvent faire chambre à part, les Romains. Et puis chacun peut avoir les esclaves sexuels qu'il veut, hommes et femmes. Hein. Elle, du moment qu'elle tombe pas enceinte. Alors, ce qui est pratique pour une femme, c'est que à Rome, la médecine des femmes est gérée par les sorcières, les sagas, ce qui nous donne les sages-femmes en France. Donc en gros, si une femme n'a pas envie d'être enceinte, elle sait comment ne pas l'être. D'accord. Et elle peut coucher avec un homme, du moment qu'elle n'est pas enceinte, personne lui... Alors, elle peut coucher avec un homme, c'est pareil, sans que ça se voit. Hmm. De toute façon, elle sort pas de chez elle, donc voilà. Bah si, alors les femmes riches peuvent sortir D'accord. avec escorte ou quoi que ce soit, mais il faudrait pas qu'elle aille chez quelqu'un d'autre Oui, pour oui. tromper son mari ou quoi que ce soit. Ouais. Mais si elle couche avec... faut faire bonne impression. Voilà, Tant que si l'impression elle est là. couche avec un esclave qui vient de refaire son lit, enfin je veux dire, ça gêne... qui est-ce que ça peut gêner? Hmm. Surtout si c'est un petit jeune esclave, tout mignon, tout rien, d'innocent. C'est pas lui qui ira dire quoi que ce soit, parce que sinon il se prendra une torgnole. Donc, et puis il n'a pas intérêt à être fouetté ni quoi que ce soit. Donc la femme va gérer sa sexualité de façon plus... Il y a une fois quand même où je me souviens de mes cours de prépa où on m'avait parlé des femmes qui s'intéressaient aux lois romaines parce que elles avaient demandé. En fait, il y avait toute une période pendant de vie romaine où, étant donné que la ville était
pauvres, les femmes n'étaient pas autorisées à porter de bijoux et à posséder de bijoux. Et au moment où la ville est devenue un peu plus riche, elles se sont assemblées pour demander à ce qu'elles puissent reporter des bijoux. Ah oui, non, mais là, il y a plein ça c'est enfin les périodes, enfin vous savez les périodes de moralité, la femme, très longtemps, la femme qui est dehors et qui est maquillée et qui a des bijoux, c'est une prostituée. D'accord. Donc une femme qui veut avoir l'air digne. Fait un choix, alors elle porte un voile en général, alors, qui peut être plus ou moins, alors en fonction des époques, hein, qui est plus ou moins couvrant et qui est plus ou moins qui est plus ou moins habillé. Et les bijoux sont, on peut faire un parallèle entre la femme musulmane et la femme, La femme romaine. Et la femme romaine. Après, je veux dire, comme tous les parallèles, ça a les limites, et même dans l'histoire de l'islam, il y a eu, voilà. La femme porte souvent une perruque aussi, enfin des perruques assez ouvragées à des époques. À des époques, on leur a interdit de le faire ou quoi que ce soit. Alors, ça c'était pour la femme. Pour le racisme, alors il n'y a pas de racisme à Rome en fait. On n'aime pas les gens en fonction du peuple d'où ils viennent, mais en fait la couleur de peau ne gêne pas du tout en fait. Ouais. Les Romains, c'est-à-dire s'il y a des noirs, en fait, ils sont pas plus inquiétés que les autres. Et il y avait des Romains noirs. Oui, parce que l'Empire romain va jusque. Je sais que l'Empire romain va jusque voilà. là-bas, mais est-ce que les populations autochtones ont été assimilées ou est-ce que c'est resté quand même quand tu prends par exemple, là on est dans de la Rome plus tardive, mais quand tu prends un des pères de l'Église, le vol des poires, Saint Augustin, quand tu prends Augustin est bien basané. D'accord. Okay. C'est un des pères de l'Église, hein, quand on le représente dans l'Église, il est bien blanc, mais Augustin, il est hein. Il est plus. Il est noir, non, il est pas noir, mais il est noir. Nord-blanc. Un voilà. mana blanc, un mana noir. Oui, voilà. Je veux dire. Bref, c'est un Orzhov. Et il est citoyen romain. Il est citoyen romain sans problème parce qu'il est né d'une famille romaine. Parce que. Ouais, ok. Et oui, du coup, il y a le mariage entre citoyens romains et citoyens extérieurs, c'est ça, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, étant donné que c'est l'homme qui porte la notoriété et le nom. En fait, il peut se marier avec qui il veut. D'accord. Donc du coup, en général, comme c'est des intérêts familiaux, ça va se marier avec des riches familles. Mais on peut se marier avec des familles égyptiennes. J'imagine qu'une famille qui a beaucoup d'enfants, on va pas réussir à caser tous les enfants avec des mariages intéressants. Donc il y en a toujours un ou deux qui vont vivoter à gauche à droite. Oui, après ça, il y a toujours ceux qui sont légionnaires. J'imagine que ils sont citoyens romains. Alors attention, hein, le service militaire à Rome est obligatoire. D'accord. Donc tout le monde est légionnaire. Jusqu'à 30 ans. Dans toute sa vie. D'accord. Okay. Alors, c'est très important pour un Romain c'est vrai que j'avais pas prévu de parler de ça, mais ils entretiennent leurs armes peut-être. Ils ont leurs armes et un Romain fait l'armée. Alors, c'est très proche du médiéval. On est tiré au sort pour faire partie de l'armée. Non, pour chaque année, on tire au sort qui va se battre. Sachant que si tu as été déjà tiré au sort l'année passée et l'année d'avant, tu peux pas être tiré au sort à nouveau. Alors pourquoi le tirage au sort ? Parce que c'est l'intervention des dieux, les dieux décidants. Et il est très très mal vu de se défiler. Ok. Est-ce qu'il y a de la triche pour ça ? Justement, c'est super mal vu. Un homme romain qui ne se battrait pas, ou tu aurais appris, qui aurait évité pendant au moins toute l'époque républicaine, c'est en partie pour ça que Ovide, par exemple, était très mal vu, je crois. C'est parce qu'il était, je sais pas s'il a pas fait son service militaire, mais en tout cas, il était très réfractaire au service militaire. En fait, Ovide et Virgile, c'est un peu particulier. À une époque, alors là, on quitte l'époque qui nous intéresse, puisqu'on est à l'époque d'Auguste. Auguste. Ouais. En fait, Ovide et toute la clique, alors, qui sont les poètes autour d'Auguste, en fait, sont des jeunes gens qui ont fait leur service militaire. Hein, et qui se sont déclarés comme militaires, mais non pas au service de Mars. Auguste, c'est après César, alors, oui, qu'on comprenne bien. Oui, ils sont au service de Vénus. Et en fait, ces poètes-là revendiquent le droit d'être amoureux d'une femme. Ce qui est juste, pour un Romain normal, choquant. Comment peut-on être amoureux d'une femme ? Coucher avec une femme, la voir régulièrement, avoir vaguement des sentiments pour elle, mais être amoureux, c'est juste pas possible. Parce que, en fait, être amoureux d'une femme, c'est faire d'elle, alors on a gardé ce mot-là dans notre français courant, de faire sa maîtresse. Et donc, si on fait d'une femme sa maîtresse, c'est qu'on est par déduction son esclave. Alors qu'on est un homme libre, c'est juste inimaginable pour un Romain. D'accord. De faire d'une femme sa maîtresse.
c'est se soumettre à une femme. C'est donc c'est sûr qu'il a une mauvaise réputation pour ça parce qu'il se déclare comme. D'accord. Donc, ils font partie de la milice, la milice de Vénus. Donc les soldats de l'amour en fait. Donc ils ont un côté. Alors je pense que pour l'époque ils ont un côté hyper hippie. Voilà, ils ont un côté hyper hippie. Ils doivent boire des choses qui sont pas trop légales. Donc en plus, il y a des boissons qui ne sont pas légales. Si vous avez vu la série Rome, là qui est pour le coup assez fidèle aux choses, vous avez vu que Cléopâtre, avant qu'elle soit reine d'Égypte, parce qu'elle a succédé à c'est son frère, je crois, dans des conditions un peu douteuses. Elle est assez junkie, ouais. Elle avait, je me rappelle plus trop. Elle avait la fraise. Non. Dans la série, on la voit revenir dans une espèce de chaise à porteur. Elle a 16 ans, elle fume du shit, tu vois. Et elle est complètement défoncée. Enfin, dans la série, elle plane à 15 000. D'accord, ils ont des substances hallucinogènes qu'ils utilisent régulièrement. Le pavot, d'accord, tout ça. C'est intéressant. Après, oui. Alors, on utilise beaucoup les poisons à Rome. On a vraiment une. Ouais, mais le poison, c'est pour tuer, non? Ah non, pas forcément. Le curare, ça peut servir à. Oui, mais pour ils en mettaient une femme qui veut devenir stérile, par exemple, qui a plus envie de porter d'enfant parce qu'elle supporte mal la grossesse, elle se stérilise. D'accord. Alors après, dans l'absinthe, tu mettais du poison et une petite goutte de poison. Il y a plein de choses qu'on ignore parce que non, je crois que c'est l'absinthe. La distillation de l'absinthe est toxique. C'est juste pour te dire que le poison à petite dose est peut-être. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans les enterrements à Rome, le corps doit être présenté au public et il est laissé 2 jours à l'air libre. Parce que, en fait, c'est pour vérifier que la personne qui a été tuée n'a pas été empoisonnée, puisque en général, les poisons c'est une autopsie publique, quoi. Voilà. C'est pour prouver à tout le monde qu'il est vraiment mort de mort naturelle. D'accord. Parce que si jamais ses cheveux ont décoloré, si sa langue a gonflé, on voit tout de suite qu'il y a eu... Donc on utilise le poison. Alors pour le sexe aussi, la sexualité donc est très libre à Rome. Ça c'est clair. Alors dans les images d'Épinal, le sexe est hyper important pour la décadence, l'aspect. Plein de choses sur le sexe. Alors on a parlé des grosses. Dans la série, il y a plein de culs. Des grosses bites dans les villes romaines. Alors oui, mais ça c'est pas. C'est un symbole de fertilité. C'est pas. C'est un symbole de fertilité aussi, puis un symbole de cul, parce que j'aime bien la gaudriole, les Romains. Faut pas. Ouais. Alors on a des lanternes en forme de bites dans les rues, mais parce que c'est. Oui, mais c'est rigolo, je veux dire, c'est rigolo les bites. Enfin, je veux dire, ça a toujours fait rire tout le monde. Je veux dire, il y a qu'à notre époque, une époque où c'est devenu un peu prude, mais on fait une lanterne en forme de bite. Et puis on fait des sculptures avec des grosses bites parce que c'est rigolo. Les Romains sont pas très fins de ce point de vue-là, donc. Je sais pas. Donc, alors, on a naturellement des prostituées parce que pour un jeune homme de bonne famille, il est juste inacceptable quand même de faire l'amour avant le mariage avec n'importe qui, surtout pas avec une de ses esclaves. Bon, il y en a peut-être des mignonnes, mais bon. Rome, c'est HBO, quoi. Donc, il y a des bordels avec des prostituées qui sont les prostituées du haut du pavé. Et puis, on va dire, il y a les prostituées du bas de la chaussée qui est super sordide. Alors ça, on est dans une espèce d'image hyper sordide. Je pense que la prostitution, je ne sais même pas à quel pays le comparer. Parce qu'il faut savoir qu'à Rome, donc, on se marie pas quand on est pauvre, mais on emploie beaucoup de main d'œuvre étrangère. D'accord. Comme dans tous les pays du monde, on emploie beaucoup de main d'œuvre étrangère et cette main d'œuvre là a des besoins sexuels. Et comme elle n'a pas de quoi entretenir une famille, elle n'a pas de quoi se payer une femme. C'est bien le cas de le dire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a des prostituées, un système de prostitution qui est assez sordide. Il faut imaginer que une prostituée, la plus basse prostituée à Rome, c'est l'équivalent d'une pinte de bière, en fait, le prix de la prostituée. Donc, on a des bordels qui sont les bordels ou alors on peut justement, on va acheter son verre de vin et sa prostituée en même temps. Vous savez, c'est 2 pour le prix d'un et. Happy hour. Et il y a les bordels, les bordels de comment il y a des bordels de merde et des bordels normaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ils sont construits en béton. Enfin, c'est le béton romain, la puzzolane. D'accord. Donc, le lit est même en béton. Ah ouais, donc il y a une espèce de lit en béton. Alors pourquoi ? Parce que c'est plus facile à nettoyer. Bah oui, au jet d'eau on fait ça, hop.
Alors pas le Karcher, mais un seau d'eau. Voilà, un seau d'eau et on nettoie entre deux clients. Putain. Et la fille est allongée là et elle sert en fait à tous les ouvriers qui, après leur dure journée de labeur, ont envie de se soulager. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très sordide et une prostitution qui rappelle les pires pays du monde aujourd'hui. J'imagine. Donc là, la situation n'est pas envieuse. Pour la prostitution, il y a aussi une prostitution masculine à Rome. Puisqu'il y a un quartier qui est célèbre, on l'appelle le quartier des Toscans, qui est célèbre parce que dans ce quartier-là, alors on trouve des prostituées à tous les coins de rue à Rome, mais dans le quartier des Toscans, on ne trouve que des hommes prostitués. D'accord. Alors, évidemment... Des gigolus. Voilà, alors comme les... Gigolio au pluriel, s'il te Comme plaît. les Romains n'assument pas cette part d'homosexualité qui fait pas très viril chez eux, tous les prostitués romains sont considérés comme étant grecs. D'accord. Alors, on dit que les Grecs sont tous des PD pour les Romains. Bah oui. Bah oui, forcément. Donc, quand t'es un homme prostitué, c'est de là d'où ça vient en fait. Voilà. Quand t'es un homme prostitué à Rome, tu te fais pas appeler Romulus, tu te fais pas appeler Brutus. Tu prends un nom grec. Tu vas te faire appeler Agathon. Mais t'es pas plus grec que, je veux dire, le voisin, quoi. Je veux dire, c'est tout comme les prostituées maintenant qui mettent toutes des noms en A à la fin. Voilà, pour faire, c'est ça. Voilà. C'est marrant parce que. Et c'est là vient la légende que les Grecs sont tous des PD, parce que c'est ce que pensaient les Romains. Parce qu'évidemment, ils pouvaient pas accepter que eux-mêmes l'étaient. C'est marrant parce que moi, dans les images d'Épinal que j'ai autour de Rome, j'ai pas osé le dire tout à l'heure au début du podcast, mais il y a aussi l'homosexualité. Voilà. C'est-à-dire que le romain, on voit ça dans les péplums où il y a des espèces de tensions sexuelles entre Bénure et il y a ça dans 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ où Michel Serrault joue César, il est complètement gay. Voilà. Et au final, pour moi, finalement, Rome, il y a vraiment aussi cette image. Il y a Rome. C'est pour ça que je te disais quand le mal viril dans Voilà. Alors le mal viril dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Mais parce que on est dans un pays méditerranéen qui considère encore aujourd'hui, parce qu'en 2000 ans ça n'a pas trop évolué, on considère que l'homosexuel actif n'est pas homosexuel. Il y a que l'homosexuel passif qui est homosexuel. D'accord. C'est cette perception encore assez archaïque de l'homosexualité, comme le fait qu'il y a un passif d'un côté, un actif de l'autre, et qu'il y en a un qui joue la femme, mais celui qui joue l'homme, il reste un homme finalement, il n'est pas homosexuel. Donc c'est cette vision un peu qu'on a là. J'avais marqué après, vous m'aviez interrogé sur la technologie, sur la langue et la culture. Une question, ces prostituées masculins, c'était pour les Romains ou c'était pour les Romaines aussi ? Alors, si elles ont des esclaves chez oui, voilà. Je pense que elles ont une petite particularité. Il y a les gladiateurs qui servent aussi accessoirement, parce que tu sais que. En plus, ils sont musclés. Non, ben voilà. La veille des combats, quand on va voir les Natacha qui lève le pouce, quoi. Non, mais franchement. Elles veulent des vrais hommes, tu vois. Je veux dire, pas des hommes maquillés, pas des hommes qui portent des bijoux, tu vois. Donc, on est un peu dans le cliché, parce que la veille d'un combat de gladiateurs, on présente les gladiateurs et on fait des commentaires sur leur stature, et puis on peut les louer pour un examen particulier. Tu vois, parce que on veut être sûr qu'ils soient bien prêts pour le combat de demain. Donc tu vois, donc ça, il y a sûrement des femmes qui se demandaient si c'était bien prêt, qu'ils vérifiaient sur pièce. On est dans la série Rome, hein. Je veux dire, la série Rome est très très réaliste de ce point de vue-là, hein. Je veux dire, c'est bon, on va peut-être pas faire une heure de sexe, même si ça m'intéresse beaucoup. Vous m'avez interrogé sur la. Enfin, vous avez parlé de la technologie, de la culture et de la langue. Et d'autres trucs moins intéressants que le sexe, mais on va y aller parce qu'il faut changer un peu. Alors, sur la technologie, ce qui est dommage, c'est que niveau technologique, les Romains sont des grosses brêles. Alors, autant les Grecs étaient doués. Justement, lesquels ? Est-ce qu'il y a des différences dans le temps ? Alors, tu parles de Romulus et Rémus, ou tu parles de César, ou tu parles d'Auguste ? Alors, avant la conquête de la Grèce. Ah, ça c'est intéressant. Ça date de quand ? C'est quand ? Ah là là, tu vois, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas préparé mon truc. On n'est pas à 50 ans ou 100 près. Ouais, non, mais là, je dirais une bêtise. Mais genre, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ? Oui, on est avant Jésus-Christ. D'accord, ouais. Mais on est dans les premiers siècles avant, en fait. C'est le premier pays qu'ils ont conquis Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. C'est quoi, grosso modo, l'ordre un peu des... Ils conquièrent l'Italie d'abord,
toute l'Italie. C'est ce que j'allais dire avant, après l'Italie. T'as le sud de l'Italie, le sud de l'Italie, le sud de la Méditerranée. Ah, le sud de la voilà. Et on va s'étendre. Au bout d'un moment, on va arriver fatalement à la Grèce. D'accord. Ils s'étendent vraiment en suivant les côtes, on va dire. Voilà. Et la Grèce étant pas super, elle a subi déjà les assauts de la Macédoine. Elle est pas super. Et puis ils sont désunis. Voilà. Donc du coup, tu retrouves c'est 5e siècle avant Jésus-Christ ou après ou 4e ou je sais plus. Je sais pas. Je regarde chercher. rapidement. Donc, j'essaie de trouver. Les Grecs ça va être chaud, étaient dans une civilisation proto-industrielle, puisqu'on a des traces, par exemple, d'épées qui sont faites en série. Lors des grandes guerres grecques, lors des grandes guerres macédoniennes, on s'amuse pas à faire des épées pour chaque soldat. On fait des épées en série. Donc on est dans une ère proto-industrielle. Made in Sparta. On a redécouvert, on a redécouvert plein de technologies. Enfin, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle était, je sais pas, la machine anticitaire. Donc c'est une machine inventée par les Grecs que les Romains utilisaient, qui permet de prévoir le mouvement des planètes du système solaire. Ça, c'est génial. Hein. Et cette machine-là, donc on l'a reconstituée aujourd'hui avec ce qui nous restait. Donc c'est là au 3e siècle avant Jésus-Christ, la conquête. La machine anticitaire, elle est capable de prévoir le mouvement des planètes jusqu'au 2e siècle. Et elle doit faire une erreur. Alors, avant Jésus-Christ. Là encore, je voudrais pas dire de bêtises. Elle doit faire une erreur de quelques heures toutes les 72 ans. D'accord. Donc c'est des engrenages qui engrainent et tu peux savoir. Donc on a une époque très avancée et puis les Romains sont de piètres mathématiciens. C'est des constructeurs. Alors ils inventent le béton. Alors le béton, la pouzzolane romaine, c'est très bien parce que ça permet de construire sur l'eau. Donc ça permet de faire des ponts, ce que ne savaient pas faire les Grecs, et des ponts qui tiennent. Par contre, les Romains ne savent pas, par exemple, tracer des courbes, calculer une courbe. Ce qui explique que leurs routes sont droites. Et ils n'ont pas le zéro, non, c'est ça Alors au niveau mathématique, non, les Grecs l'avaient. Et l'utilisaient. Est-ce que tu crois qu'aux États-Unis, ils savent pas non plus faire les courbes et que c'est pour ça que toutes leurs routes sont tout droites? Alors par contre, ce qui est impressionnant, c'est comme ils ont le fil à plomb, ils peuvent faire des ponts avec un dénivelé de 1 cm sur 2 km. Ça, ils le font parfaitement droit. Mais leurs routes sont droites parce que tracer une courbe, c'est difficile. D'accord. Et puis comme on a des esclaves, c'est pas gênant les esclaves. Vous avez une colline, pour Trajan par exemple fait des marchés en plein Rome, mais il y a une colline, c'est chiant. On va enlever la colline. Je kiffe ça. On se croirait dans SimCity, tu sais, t'as l'outil aplanir la colline, tu fais. Mais oui. C'est chiant les collines, je veux dire en plein milieu du paysage, quoi. Ouais. Et on va pas les contourner, je veux dire c'est pénible. Donc c'est pour ça que les Romains abandonnent les machines, technologiques, trop technologiques, des choses comme la baliste où il faut calculer les hyperboles parce que les Romains, ils ont des balistes. Ils ont des balistes grecques. C'est Archimède qui a perfectionné les calculs des hyperboles. Donc les Grecs peuvent viser un point précis d'un champ de bataille en le calculant à l'avance. Les Romains, ils y vont juger. Puis ils disent mais c'est chiant, ça tire mal ce truc. On n'arrive pas à... Ramenez-en 200 tirés au hasard. Voilà, c'est ça. Donc au bout d'un moment, ils abandonnent parce que ça fait trop chier. Les calculs, ils comprennent rien. Y a qu'à voir comment Vitruve parle du théorème de Pythagore. Alors, il faut savoir que quand même, ce que Vitruve sait du théorème de Pythagore, c'est le cas particulier 3, 4, 5. Ah, ça c'est bien. Et il fait que ses mathématiques avec ça. Le fait que ça puisse s'étendre à d'autres nombres, ça le dépasse complètement. 3, 4, 5. Et ça dépasse Vitruve, qui est un des plus grands architectes de l'époque romaine. Alors, à l'époque, culturellement, il faut se dire qu'à l'époque qui nous concerne, on a une bibliothèque aussi en Égypte qui nous intéresse, qui est une bibliothèque... La bibliothèque d'Alexandrie, alors qui est en fait un musée, c'est-à-dire un temple dédié aux dieux, et qui est la plus grande bibliothèque de l'époque. Qui renferme tout le savoir de l'époque. À Alexandrie, il y a aussi quelque chose qui est le phare d'Alexandrie. C'est le premier phare de l'humanité, c'est pour ça qu'il s'appelle le phare, avec une majuscule, c'est son nom, qui éclaire jour et nuit. Alors le jour, il y a un panache de fumée qui permet, et il guide les bateaux sur toute la Méditerranée. Donc vous imaginez la taille de la construction. Est-ce que ça c'est pas une exagération? Alors c'est pas une exagération et ce phare-là va éclairer toute la Méditerranée jusqu'au XIVe siècle. Donc c'était bien construit. Et il s'écroule suite à 2 tremblements de terre successifs. J'ai quelques doutes quand même parce que
Sur l'histoire du phare, tu verras. Mais en fait, faudrait que je regarde. C'est Wikipédia après. Je regarde la hauteur du phare. Par exemple, pour qu'il éclaire toute la Méditerranée, ça veut dire que depuis un phare, depuis un port en Italie, alors j'exagère peut-être un tout petit peu. Toute la Méditerranée, je pense pas qu'il éclaire jusqu'aux colonnes d'Hercule. Non, mais même jusqu'au pied de l'Italie, alors il y a d'autres, je pense, relais, mais lui, il arrive à couvrir une zone assez considérable. Alors après, je sais pas en termes de calcul. À mon avis, ils sont un petit peu marseillais, ces Romains. Ouais, voilà. Alors, il faudrait calculer en fonction de sa hauteur. Ils sont du sud, hein. Il faudrait calculer en fonction de sa hauteur ce qui est capable d'éclairer, mais je pense que ça, c'est un petit calcul. C'est un petit calcul qui se fait. Alors, eh bien, chers auditeurs de la cellule, ce qui est intéressant, chargeons de faire ce petit calcul chez vous et de le poster dans les commentaires. Attends, il a parlé de fumée aussi. Il y a un panache de fumée, oui. Voilà, c'est ça. Le fait que les fumées s'élèvent très très haut dans le ciel fait que quand même ça peut se voir. Dès que tu montes un peu en hauteur, le vent fait que ça se. Enfin. Je fais mon sceptique scientifique, mais. Oh non, mais t'as. Je veux bien croire que ça se voyait de loin, que c'était big. Non, mais badass, évidemment, c'était poétique quand il disait que ça éclaire toute la Méditerranée. Et même d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire que la phare d'Alexandrie et sa bibliothèque. Je vous dis jusqu'au XIVe siècle. Alors la bibliothèque, par contre, sera détruite. Alors si vous avez vu le film très intéressant que je vous conseille là-dessus, qui s'appelle Agora. Agora, ouais. Qui raconte la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Un petit peu grandiloquent à mon coup. Ouais, mais très proche aussi de la réalité, ce qui est bien parce que ça donne une belle image de la réalité. La bibliothèque d'Alexandrie va être détruite. Alors, on pense aujourd'hui par des chrétiens. Alors, même si les chrétiens disent que c'est pas eux, c'est les musulmans. Les musulmans disent c'est pas eux, c'est les juifs. Bagarre. Et les juifs disent c'est pas eux, c'est les chrétiens disent on n'a pas détruit la bibliothèque d'Alexandrie, on a juste brûlé les livres qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est les musulmans qui ont détruit les bâtiments. Donc la bibliothèque elle-même, quand même importante. Oui, tout à fait. Elle sera pillée, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'était une bibliothèque. Alors imaginez que c'est des bibliothèques avec des traducteurs, c'est des ouvrages de mathématiques, de sciences dans toutes les langues qui sont traduits par des traducteurs. Donc il y a une époque, Archimède correspondait avec la bibliothèque d'Alexandrie. Il y avait un savoir phénoménal. La plupart des Grecs scientifiques, enfin en tout cas étaient très écrivains. Aller souvent en Égypte, c'était une destination. C'était typique, la capitale culturelle, Alexandrie. Donc elle est détruite. Les ouvrages qui sont C'était grec à cette époque, c'est ça? Oui, c'est grec. Oui. Enfin, c'est grec parce que ça vient de Ptolémée, mais ça s'appelle l'Égypte. Alors c'est des Égyptiens grecs. J'ai des chiffres à vous donner sur génial. le phare d'Alexandrie. 43. Alors déjà, pour commencer, sa hauteur devait être environ de 135 mètres, pardon. 135 mètres. Ça nous donne, la Tour Eiffel, ça fait 300 mètres à peu près. Donc ça nous donne à peu près une moitié moins de la Tour Eiffel. Et sa visibilité. Badass, pour des trucs qui sont faits sans acier, sans béton armé. C'est plutôt bourrin. Et sa visibilité, donc on s'interrogeait sur son rayon d'action, c'est 50 km. Sont les quand même ce qui est c'est quand même sympa, mais c'est loin d'être toute non, mais évidemment. Non mais bien sûr, moi j'avais compris la portée symbolique. J'aurais aimé avoir un équivalent en termes de ville ou d'île la plus proche qui serait. Ah ça je sais pas, je suis désolé, j'ai pas. On ira regarder sur Google Maps tout à l'heure que ça fait grosso modo 50 km. Qu'est-ce que ça fait un peu plus de 2 fois ce que tu vois normalement depuis un bateau. Tu parlais d'Agora, la destruction. Donc, tous ces ouvrages-là sont détruits pour la plupart. Certains sont récupérés dans la bibliothèque de Constantinople, qui sera détruite au moment des croisades. Donc en fait, les 2 plus grandes bibliothèques de l'humanité en Occident sont détruites. Et quelque part dans l'une des 2, je suppose qu'il y avait la poétique d'Aristote. Alors celle la plus célèbre, mais il y a tout le savoir d'une civilisation qui détruit, c'est ça. Et qui va mettre de plusieurs. Oui, de plusieurs civilisations et qui va mettre énormément de temps à être redécouvert et qui aujourd'hui, c'est bizarre. C'est 2 événements à pleurer, quoi. Ben oui, mais les livres. Moi, je pense que c'est les reptiliens. Les plus grandes, les plus grandes quantités de livres sont pas dans des musées, même si à ce moment-là ils sont chez les gens, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais alors non, à l'époque c'est des traducteurs en fait. Tu vois, ils traduisent des livres. En fait, pour moi, c'est des événements symboliques, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Non, c'est dans le fond, honnêtement, c'est en fait savoir. C'est un savoir immense. C'est que les livres que tu as chez toi. C'est des copies de la. C'est pas seulement ça, c'est qu'un livre, ça a une durée de vie, c'est-à-dire qu'au bout de 300 ans, un livre, ça moisit quoi. Ouais. Surtout à l'époque. Donc il y avait un effort de conservation. Et donc là-bas, il y avait un effort de recopie. Et oui, si tu as besoin d'une copie de ton livre, tu demandes à la bibliothèque qui t'envoie une copie. D'accord, ouais, je comprends. Alors qui sera faite en fonction de tes moyens, de plus ou moins bonne qualité. Ouais. Mais ils ont tout un service de copiste, ils ont tout un service de traduction. Donc finalement, c'est un peu comme je dirais, et puis tout le savoir est à l'époque très livresque. Il n'y a pas de. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est un drame. Ça, on est d'accord. Je suis pas en train de minimiser. J'étais là. Alors,
On avait parlé aussi de la langue. Rapidement, je fais le tour de la langue. Bah oui, c'est vachement intéressant ça. L'époque romaine invente la littérature, travaille beaucoup sur les figures de style. Donc tout ce qui est topologie des figures de style, ça avait été commencé à l'époque grecque, mais on continue à l'époque latine. C'est pour ça que les noms des figures de style sont aussi... comme les médicaments. Traduits, voilà. On fait la liste de toutes les figures de style possibles et imaginables. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est pas une blague? Non, mais alors non, parce qu'en fait, Ah oui. j'ai une blague par rapport à ça, c'est que si tu D'accord. veux inventer un nom de figure de style, tu coupes en deux noms de médicaments puis tu les mélanges. Genre, D'accord. tu mélanges aspirine et paracétamol, ça donne L'aspitamol, L'aspitamol. mettons. l'acitamol Et et ça tu fait inventes les faits et ça te fait une figure de style. D'accord. Excellent. Et alors, ils inventent le droit et qui n'a pas beaucoup changé finalement en 2000 ans, le droit romain. Parce que même s'il était jugé un peu à l'avance, il y a quand même aussi beaucoup d'effets de manche chez les Romains. Enfin, au sens, on est sérieux. Quand on fait du droit, alors je rappelle que tout citoyen romain, donc un peu instruit, fait des études de droit. C'est les seules études qui existent à Rome. D'accord. Ouais. Donc, le droit, puis après on va se parfaire en droit à Athènes. Ça permet d'être bilingue en grec et en... Enfin, ils sont déjà bilingues, jeunes, la plupart des plus importants, mais ça permet de parfaire ses études de droit. Donc c'est vraiment le domaine par excellence, je veux dire, des Romains, et c'est pas étonnant qu'on va leur reprendre plein de choses et que beaucoup d'expressions de droit encore aujourd'hui sont des expressions mais calquées sur le romain. D'accord, je pensais que c'était surtout l'influence napoléonienne du droit en France. Tu vois, que Napoléon reprend Voilà. reprend des trucs entiers. Et je m'aperçois en fait dans mon plan que j'avais pris des notes. J'ai oublié de vous parler des Ouais, gladiateurs et des termes et tout. Alors oui, moi je voulais qu'on parle voilà. des jeux de Rome aussi. Alors ça les jeux de m'intéresse Rome, beaucoup. à l'époque qui nous concerne, À part ça Sens et Leval, bien n'existe sûr. pas. Ça n'existe Ben, pas. merci de l'avoir fait parce que j'allais la Il n'y a faire. pas. Le Colisée n'est pas construit. Il n'y a pas de l'ai théâtre vu à dans ton Rome. regard. Et les spectacles de gladiateurs sont donnés sur le forum, en public, sur des tréteaux. À quelle époque, Ah, c'est rappelle-moi excellent. À l'époque de César encore. D'accord, et donc le Colisée, c'est quand Le Colisée, ce sera plus tard, puisque c'est bien après Néron, donc D'accord. la construction, puisque on l'appelle le Colisée parce qu'il y a une... Alors Néron, c'est quand Néron, on est après, là c'est pareil. C'est C'est un pareil. empereur, Les donc c'est chiffres, bien tu après. me- Voilà. D'accord. C'est C'est après Jésus-Christ, Moi, ce sans quelque chose. ce que je trouve fascinant avec cette ville, c'est que tous les noms sont familiers. Mhm. Tous les jeux de Rome, tout ce dont on est en train de parler là, ça nous est très très familier. Voilà. Arrête avec cette blague. On l'a déjà faite, je l'ai faite. Natacha a dit qu'elle allait la faire. Ah Tu oui. arrêtes. Tu arrêtes. Donc, Tout de suite. Tout de suite. les gladiateurs se... Donc, Du mais Rome. tu vois, ce que je veux dire, c'est que tout est familier. Pour autant, au niveau des précisions historiques, au niveau de... On est incapable de dire Mhm. quand c'était, où est-ce que ça se situe. Ouais, même moi là, parce que si j'ai pas les chiffres sous Alors les que yeux, je te dis des conneries. C'est ça hein. qui est, et c'est ce qui montre aussi, à mon avis, la richesse de cette ville et c'est la continuité en fait de ces évolutions qui fait que, du coup, c'est très très Donc, difficile. les procès ont lieu sur le forum, donc sur la place publique de Rome. Les combats de gladiateurs ont aussi lieu sur la place publique. Et je vous rappelle que la fonction première des combats de gladiateurs, c'est d'apaiser les morts. Les esprits des morts qui sont mécontents, on verse le sang pour les apaiser. D'accord. Alors, même aux pratiques tardives, on ne tue pas les gladiateurs. Trop Les cher. gladiateurs ne meurent pas, c'est trop cher. Former un gladiateur, ça demande du temps. Ouais. On tue certains gladiateurs, mais ils sont au courant, c'est comme le catch, ils sont au courant qu'ils vont mourir. Et c'est très scénarisé, et la mise à mort d'un gladiateur va donner lieu à une espèce de tout un cérémonial. Alors je vous rappelle qu'on le voit sur les... Le gladiateur est volontaire ou pas? Il sait qu'il va mourir. Il C'est un sait- ouais. honneur. D'accord, Alors, ok, c'est vécu comme C'est un honneur. c'est un esclave, et les esclaves sont payés à Rome. Le Ouais, mais gladiateur est payé payé. quand tu vas te tuer, bon. Non, oui, mais il a peut-être une femme et des enfants. D'accord, ok. Et donc, si on lui verse une importante somme d'argent, lui, il n'en touchera rien. Mais ça ok. permettra peut-être de payer des études à ses D'accord. enfants. En tout cas, ils sont conscients et enfin c'est pas genre on va pas Alors, les traîner par Je terre. pense qu'il pouvait arriver des accidents. Alors, par contre, sur les combats Oui. de gladiateurs, c'est très... là, pour le coup, les films rendent pas du tout la chose, mais on le voit avec les mosaïques. L'arbitre, il est à côté des gladiateurs quand ils se battent. Hein. Il est à même pas 2 mètres 2. Donc vous avez l'arbitre qui vérifie qu'il n'y ait pas de coup interdit. Et il y a 2 gars qui se battent à 2 mètres de lui. Donc on fait pas d'effet de manche en envoyant voler comme dans Spartacus, voler son épée à 15 mètres. Hein, parce que sinon on risque d'éborgner la moitié des arbitres qui sont là.
Alors par contre, l'effet sang comme ça, c'est qu'on avait l'habitude en fait de mettre des draps autour pour refléter le soleil et donner un peu comme ça des côtés chatoyants. Attention à ton micro. Des côtés un peu chatoyants et donc. Néron, c'est 54-68 Voilà, après donc Jésus-Christ. on est bien après la Entre période. 54 et 68. Alors il n'y a pas de théâtre non plus à Rome, puisque le premier théâtre est construit par Pompée et il n'a pas l'autorisation de construire un théâtre. La construction des théâtres, c'est en bois, c'est temporaire, et on n'a pas le droit de construire des théâtres en dur. D'accord. Pourquoi ? Parce que les Romains ont bien compris dans une civilisation où les consuls sont des hommes politiques auxquels il ne faut pas trop donner de pouvoir, qu'un théâtre peut servir de tribune à un homme politique. D'accord. Donc, Pompée n'a pas le droit de construire un théâtre. Il veut malgré tout construire un théâtre. Alors, il a eu recours à une astuce. Un amphithéâtre. Non, c'est pas pareil. Non. Il a construit un temple. Ouais. Il a construit un temple dédié à Vénus. Disons, Vénus, elle sert de prétexte Non, à beaucoup de alors, choses. tu vas voir pourquoi. C'est un temple qui est tout petit, il est minuscule, mais il culmine à 50 mètres de haut. Ah, mais c'est dommage, personne ne va pouvoir y accéder. Donc il faut construire un escalier pour aller jusqu'au temple. Un escalier d'une taille monumentale en forme d'amphithéâtre. Comme par hasard. Ouais, d'accord. J'ai pas construit un théâtre, Ouais. j'ai construit un temple en l'honneur de Vénus. Et puis il se trouve qu'il y a des gens qui parlent au pied des marches. Ah bah C'est pas oui, de ma faute, qui je veux s'assient dire. sur les marches, qui discutent, qui parlent et voilà. Tous ces jeunes qui font du skateboard Ah, sur voilà, les marches de franchement, l'escalier. Donc vous avez cette espèce de de l'immeuble quand de vous regardez les Vénus. reconstitutions du temple de Pompée, vous savez cette espèce de théâtre gigantesque avec un tout petit temple en dédié à Vénus. D'accord. Donc là encore, contourner les lois, c'était. Alors évidemment, le projet, le Sénat s'en est rendu compte au bout d'un moment, mais c'était un peu trop tard pour abandonner les choses. Et c'est le premier théâtre romain. Alors après, il y en aura D'accord. d'autres, mais donc il faut savoir qu'à l'époque qui nous concerne, le théâtre, c'est plutôt un théâtre en bois, des structures en bois qui sont temporaires et qui sont démontées à la fin des représentations. Et alors, les pièces de théâtre qu'ils y jouent, c'est quoi Alors là encore, je suis très désolé de. C'est ce qui reste des Grecs, c'est Bigardus, blague de cus. Alors voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Exactement comme au niveau des sciences, ils sont pas très avancés. Le théâtre grec, ça fait chier les Romains parce qu'ils comprennent rien, ils comprennent pas la moitié. La moitié ils parlent pas grec. Et puis c'est des histoires de mais c'est pas dieux, traduit de choses. Ah bah non. Je veux dire, quand tu. Pourquoi Parce que. Tu vas avoir toujours en version originale. Il y a peut-être des sous-titres qui doivent être donnés, tu vois. Je suis sûr que Aristophane traduit aurait beaucoup de succès. Oui, sans doute, mais je pense qu'à l'époque, ils se donnaient même pas la peine. Alors, il y avait des grandes pièces qui étaient données auxquelles il y avait très peu de monde. Il y avait des drames religieux auxquels il y avait très peu de monde. Et puis, il y avait le théâtre romain, alors qui, là, on est dans du Molière trash, et puis c'est du... Non, mais du Molière... Tu fais un mauvais procès à Molière. Non, mais Molière, dans ce qu'il y a de plus, tu vois, plus bouffonnerie, oui, alors du coup, c'est plus proche de la bouffonnade. Commedia dell'arte que... Ah oui, mais même dans le côté un peu... La Commedia del Bragmarte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà, bah, c'est la ça. Commedia Donc, dell'arte, c'est ça, hein. vous voyez un acteur avec son sexe monumental qui arrive derrière le petit Commedia dell'arte, vieux. ils faisaient pas trop ça non plus. Ah hein. non, mais je sais plus, je connais pas trop. Alors tu vois, en gros, typiquement, il y a le petit vieux qui refuse de marier sa fille au jeune et fringant jeune homme, et donc il y a un Ça, c'est de la esclave Commedia dell'arte, ouais. qui arrive derrière avec son immense phallus devant lui et qui bouscule le vieillard et qui le sodomise. Sur scène. Voilà. D'accord. Alors, ok. pas vraiment. Non, Il y avait bien quand même sûr. des pièces, enfin je veux dire, je pense à la marmite par exemple de Plaute ou... Ah mais Plaute, c'est du haut de gamme. D'accord. Mais parce que c'est une comédie donc... Oui, ça pourrait plaire un peu C'est plus une de monde. comédie d'un auteur. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est un texte littéraire et Ouais, puis- les grands théâtres de l'époque passaient quelques quelques Voilà. théâtres d'auteurs, mais bon, personne n'y allait. surtout quoi. que voilà, on l'a dit tout à l'heure, les Romains n'ont pas du tout de complexe les avec différentes- le sexe et donc Différents types de d'accord. pièces de théâtre à Rome, c'est marrant. L'Atellane, qui est une espèce de farce, un gag en fait. ah oui, non mais Le c'est- mime, un spectacle Voilà. de danse qui met en scène des sujets Alors par contre, c'est légers. très codé parce qu'ils ont ils ont des Pantomime. masques, ils sont du théâtre qui ressemble un peu au théâtre Une parodie de légende Grec. mythique. non, du théâtre du C'est théâtre énorme. No, vous savez où D'accord. toutes Mais les les- positions sont Mais codifiées. le théâtre grec, ils ont pas des masques aussi? Si, parce que les femmes jouent pas sur scène évidemment. Donc il faut se masquer pour. D'accord. Alors après, faut savoir que les Romains aiment le théâtre aussi dans le côté bling bling, on en revient à ça, et que les acteurs qui jouent sur scène ont des costumes qui sont payés par les riches familles. Et donc c'est une manière aussi
ils jouent avec des vrais bijoux, et qui, quelquefois, les acteurs les plus célèbres peuvent avoir une fortune complète. Oui, parce qu'on montre... c'est des superstars, d'après ce que j'ai compris. Je pensais aux acteurs de mime, par exemple. Alors, c'est paradoxal, parce que c'est exactement comme ceux qui courent dans les courses de chars, sont des esclaves, mais qui ont une notoriété... on cite toujours l'exemple de Flavius Corpus, qui a dû mourir à 24 ans, et il avait fait il avait fait 12 000 courses dont il était victorieux. Donc il en avait perdu en 30, et il est mort dans une course. Mais c'est un esclave, et c'est pareil, les acteurs sont... alors, les acteurs connus sont tous des esclaves, mais qui ont leur propre costume. Et quand il apparaît, évidemment, il rend hommage au pater familias qui a payé son costume. Et donc, alors là, c'est plus du théâtre. Si mes souvenirs sont bons, eux aussi, on vérifie s'ils sont prêts avant la représentation. Donc c'est ça. Après, bon, disons que oui, alors les esclaves, comme c'est des esclaves, on peut avoir des rapports privés avec eux, parce que évidemment, l'esclave à qui tu as acheté les costumes et les bijoux, ils peuvent te rendre des services. Alors, on va gentiment à la... Ouais. Je sais que tu as peut-être envie de parler d'autres choses. Ah oui, de plein, mais ouais. Je m'arrête. Parce qu'on va gentiment quand même vers la fin du podcast. On est déjà pas loin des 2 heures de podcast. Il nous rest 20 minutes pour conclure. Bon, du coup, j'aurais pas eu mes réponses sur ce qui s'est passé entre 500 et 1600. Est-ce que vous avez déjà des petites questions Ouais, parce que j'ai beaucoup parlé. À poser à Julien. Est-ce que tu as justement entre 500 Entre 500 et 1500. What the fuck. Alors ça c'est la période que je connais beaucoup moins en fait, tu vois, parce que nous notre période elle s'arrête. Parce que moi c'est une période qui m'intéresse, ne serait-ce que parce que c'est une sorte de transition. C'est comme ça qu'on la voit. De ce que je sais, il n'y a pas de chute de l'Empire romain. Le mythe de la chute de l'Empire romain, c'est un mythe chrétien. Bien sûr, je parle pas de chute de l'Empire. Mais la vie doit changer quand même. Alors, ce qui change beaucoup, et c'est ça qui va complètement changer, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la religion, ce qui change beaucoup, c'est que les Romains acceptent toutes les religions, c'est-à-dire il peut y avoir un temple d'Isis à côté d'un temple de Jupiter et à côté d'un temple de Taranis à Rome. Le problème, c'est que dès qu'on instaure la religion chrétienne... Qui, eux, rejettent tout le reste. Qui, eux, détruisent tout. Ouais. On commence à condamner certains peuples en fonction de leurs croyances, et du coup, à créer des communautés au sens de l'Empire romain. Donc, dès que ça commence à se morceler entre les communautés juives, les communautés chrétiennes, les communautés égyptiennes, qui sont pas d'accord parce que leur dieu c'est pas le bon, ça commence à se foutre sur la gueule, et c'est très difficile de faire tenir l'empire quand il y a des luttes intestines. Et donc c'est un effondrement, je dirais, intérieur, mais qui est fait du morcellement de... En tout cas, ce qui est clair, c'est que du point de vue de la puissance, ce qui me marque énormément avec Rome, c'est qu'on dit souvent, notamment nous en philosophie, c'est souvent ce qu'on a appris, c'est que finalement la richesse de l'Europe, et pourquoi est-ce que on l'appelle le vieux continent, pourquoi est-ce que l'Europe jouit comme ça d'une espèce de statut particulier, c'est qu'au final, il y a eu des échanges, en fait. La Méditerranée est une mer d'échanges qui permet des échanges entre des civilisations qui ont des points de vue radicalement différents. C'est une seule civilisation. L'Empire romain, c'est exactement. Toute la Méditerranée, tu vois. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que l'Empire romain est un peu le premier à faire une sorte de synthèse. C'est-à-dire, à un moment donné où les échanges entre la Méditerranée permettent une grande richesse parce qu'une grande variété, l'Empire romain, c'est un peu le premier moment où on va avoir une espèce de système qui va s'imposer comme ça à la Méditerranée. Et même si les cultures, etc., restent... parce qu'ils sont très tolérants, les Romains, avec les... Mais il y a quelque chose à ce moment-là. Tu vois, ils ont donc on est dans le début de l'hégémonie, tu vois. On est dans le début de l'idée d'égémonie, l'idée de... Mais une hégémonie douce. De fédération. Mais au départ, l'Empire romain, c'est les États-Unis d'Europe. Alors voilà. En conclusion, je voulais à tout prix que tu nous parles de ça. Alors, parce qu'en préparation du podcast... Les villes restent autonomes. Elles ont leurs lois. Juste pour... En préparation du podcast, tu m'as dit... ce qui me fascine avec Rome telle que je la conçois, c'est qu'il n'y a pas de civilisation qui me fasse davantage penser à l'hégémonie américaine aujourd'hui. Il faut vraiment. Alors, je veux que tu me parles de ça en conclusion. Parce que chaque ville n'est pas autonome. Chaque ville est romaine. Elle parle Rome. Elle parle latin. Elle a un représentant de Rome qui gouverne la ville. Mais finalement, elle garde toute son autonomie. Du moment qu'elle renvoie régulièrement ses impôts à Rome, du moment que tout reste... Oui,
tant qu'elle Du paye le moment qu'elle pizzo, respecte les formes, elle fait ce qu'elle veut. Donc on respecte les lois locales, on respecte les coutumes locales. Rome ne s'est pas imposée. Comme aux États-Unis, tu peux avoir 2 villes des États-Unis qui n'ont pas les mêmes lois, qui n'ont pas les mêmes. Et Rome, justement, ce qui est ça, ils ont compris un truc, c'est que pour soumettre les autres, il faut rien leur imposer. Vous avez un chef, il est romain, vous nous donnez les impôts parce que il faut bien payer votre quota. On fait automatiquement les citoyens les plus influents de la ville, on les repère vite. Les citoyens les plus influents de la ville deviennent automatiquement citoyens romains. Donc il n'y a pas d'opposition politique puisqu'ils sont eux-mêmes romains. Ils forment leur petit sénat à eux. Et du moment qu'on respecte les formes, on reste dans l'Empire. est-ce que l'Empire de Rome, c'est pas finalement le début de la fin des échanges, de la richesse entre les différentes civilisations et ce qui va permettre finalement l'arrivée de l'Empire chrétien et donc quelque part d'une espèce d'uniformisation culturelle de toute Je pense l'Europe. qu'il n'y avait pas d'uniformisation culturelle, sévère. justement. C'est les chrétiens Natacha, qui imposent leur uniformisation. C'est une Parce que les vision- Romains, il n'y a pas... C'est une vision fausse de l'histoire. Ouais. Tu t'habilles comme tu veux à Rome. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire... Et tu vois des gens... Enfin, ce que dit Sénèque le premier, c'est quand tu croises à Rome, tu croises des gens avec des boucles d'oreilles, des hommes avec des boucles d'oreilles et des larges colliers, tu croises des gens de tous les pays du monde. Natacha voulait réagir aussi. Tu fais des raccourcis, je pense, là, sur l'uniformisation des cultures. Je pose une question. serais beaucoup plus prudente. Je ne suis pas que historien, ça. encore une fois, j'ai bien dit. J'ai Ouais. aucune connaissance historique. Je suis pas en train de dire que ce que je dis est vrai. Je dis que c'est. Je suis pas historienne non plus, c'est j'ai- pour ça que je me risque Ouais, pas à ouais. trancher dans Non, un sens ou ouais, dans l'autre, Rome, mais enfin, ça me paraît être une. tous les Moi, auteurs le ça disent, paraît être trop- Rome est une ville cosmopolite. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, toutes les religions sont révérées à Rome, mais il y a tous les modes de vêtements. On parle de tout, sur la place, sur le forum, on parle toutes les langues. Parce qu'évidemment, on parle romain dans les institutions, mais si tu as deux marchands gaulois, ils vont parler gaulois entre eux. Tu as 2 marchands grecs, ils vont parler grec entre eux. Tu as 2 marchands nubiens qui vont parler nubien entre eux. Enfin, quand même, regardez comment l'influence de leur route, de leur technique militaire, de leur culture politique, leurs droits. Regardez quand même l'influence. Aujourd'hui, on est tous, j'allais dire tous autour de la Méditerranée, les héritiers de l'Empire romain. Enfin, De leur valeur. l'impact du latin, Oui, de leur valeur, enfin, en fait. De leur, ouais. Mais bon, après, ok, c'est vrai que On a tous, enfin, c'est effectivement notre grand-père à tous. C'est Ouais, quelque chose qu'on voilà, peut il y a dire. En quelque Europe, chose- c'est un peu les grands-pères à tous. Mais après, c'est pas. mais c'est vrai que ça peut être une illusion rétrospective. Enfin, Ouais, c'est ça. On voit ce qui est resté, on Oui. voit pas tout ce qui a. C'est ça. Je crois que c'est ce ça. qu'on appelle, C'est facile de voir les points communs. Ouais. C'est une civilisation, c'est les civilisations qu'on appelle syncrétiques, c'est ça le syncrétisme. Oui, c'est ça. Ouais. C'est C'est ça. ça. Oui, c'est ça. Le fait c'est le mot de- que je cherchais tout à l'heure. Voilà. C'est Dans le fait- une seule civilisation, en fait, on arrive à faire croire qu'on est tous romains, mais en n'ayant Alors, aucun point Ouais, commun. c'est pas Enfin, tout à ça. Le syncrétisme, Adrien. c'est le fait de croire religieusement à un peu tout et de mélanger des croyances religieuses. Mais c'est tout à fait l'idée, c'est que les Romains qui tolèrent toutes les religions. je crois que c'était le paganisme, ça. Non, Non, le d'accord. paganisme, c'est le fait de croire aux forces de la nature, genre. en la fait, terre-mère, l'apparition de- l'apparition- l'esprit des forêts, Alors, des ruisseaux. l'apparition D'accord. du christianisme est contemporain à l'apparition des premières sectes. En fait, alors, on n'appelle pas ça Les- des sectes à l'époque, c'est ce qu'on appelle les cultes des mystères. Oui, c'est Je ça. sais mais pas ça, si vous avez entendu parler. Ça, c'est un truc qui C'est assez vient des tardif. Grecs, ça. Oui, mais voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est des sociétés secrètes Oui, c'est ça. qui ont leur propre code, leur Ouais, propre. oui, il y a des dieu. rites d'initiation quand Voilà. tu veux rentrer dedans. Le mitraïsme, par exemple. Ouais, ouais, ça, c'est l'histoire de c'est l'âne d'or parti. d'Apulée. Je crois que c'est parti autour de Dionysos à la base, il me semble. Il y en a plein parce qu'il y a les mythes orphiques, par exemple le culte d'Orphée, Oui. c'est un vrai culte, mais Ouais. c'est un culte à secret. Il y a Je veux aussi. dire que, C'est les ancêtres des jeux de rôle à secret. Les Illuminati en fait. Il y a aussi. aussi. Non, c'est pas Isis, il y en a une. il y a une Éleusis, les mystères d'Éleusis. Oui, c'est ça. Il y a un jeu de Shenzhen 2 qui s'appelle comme ça. Ça, si t'as des, enfin, c'est un sujet dont j'aimerais bien parler. Si t'as. Alors le problème de la culture des mystères, c'est une culture à C'est- ouais, secret, donc bah on ouais. sait. On sait pas rien. grand chose, d'accord. Donc Bon. on sait rien. Si on suppute On beaucoup. sait des trucs, En fait, mais- on sait qu'à une époque, très rapidement, toutes les grandes familles sont impliquées dans ces cultures, et c'est des sectes un peu comme les Illuminati, c'est-à-dire c'est un deuxième pouvoir. Alors, les compare qui- pas aux Illuminati parce que les Illuminati Non, c'est mais quand je même un dis ça- fantasme Non, populaire. mais, oui, mais On parlait plutôt a- aux francs-maçons, on a la même- francs-maçons plutôt. Oui, mais on a la même connaissance de ça que si tu parles des Illuminati. Le populaire fantasme beaucoup. D'accord. Et en fait, oui, C'est- est-ce que c'est c'est les francs-maçons? Est-ce que c'est des choses comme D'accord. ça? Ça doit être des choses assez proches en fait. Mais là, je te parle Oui, de ce qu'on suppose parce qu'on Oui, c'est n'a ça. aucun texte. On a vaguement des signes de reconnaissance
entre confrères, on sait qu'ils se réunissent, mais est-ce que c'est des fantasmes, est-ce que c'est de la... Alors, tu veux vraiment pas parler de ces parallèles entre l'Empire romain et les États-Unis? Quel parallèle tu veux dire? Mais je sais pas, c'est toi qui disais qu'il y avait Alors, beaucoup de parallèles à tracer entre les deux civilisations. La culture du melting pot aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu peux vivre aux États-Unis dans ton quartier gay, dans ton quartier chinois, dans ton quartier italien, dans ton quartier. Finalement, quand tu es italien, tu vis aux États-Unis dans le quartier italien. Quand tu es chinois, tu vis dans le quartier chinois. Et toute cette civilisation fonctionne ensemble en respectant officiellement les lois. Mais finalement, j'ai pas l'impression que, comme la culture française, il y a une identité. Il y a plutôt des identités multiples, mais qui se reconnaissent tous comme de bons Romains, tu vois. Il y a pas de doute là-dessus. Comme je pense que l'Américain se reconnaît comme un bon Américain, tu vois. Ce qu'on n'a pas en France. Une forme de communautarisme, en fait. Voilà. Mais ça fait partie des... C'est un aspect... Nous, aujourd'hui, communautarisme, c'est péjoratif. Je dirais que c'est un aspect fédéral. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une sorte d'entité fédérale qui est Rome, et dedans... Tout le monde sait qu'ils sont romains, tu vois, tout comme nous on est européens, mais bon, oui, les Allemands vivent comme ils vivent, ils aiment bien la bière, si on va en Italie c'est plutôt le vin, mais bon... Les images d'Épinal, mais bien sûr que les Romains avaient les mêmes, enfin, je veux dire, je pense que c'est plus sur ça qu'il faut se... Mais c'est ça, chacun ses petites lois locales, chacun a ses... Il reproche aux Africains d'être des feignasses, il reproche aux Grecs d'être efféminés, il reproche aux Gaulois d'être des grosses brutes sans beaucoup de cervelle. Mais ça, c'est de l'ordre du cliché que nous aussi on véhicule, mais ils acceptent. D'ailleurs, ça me fait penser... c'est génial. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs, essayez d'écouter, comment s'appelle déjà cette émission Natacha, je crois que Adrien t'appelle à l'aide. Les confessions de l'histoire. Les confessions d'histoire. Sur YouTube. Ouais, sur YouTube. C'était quoi? C'était sur Jules César? Il y en a le tout premier, c'est sur la guerre des Gaules. Sur la guerre des Gaules. Ça me fait penser aussi à Marc Lacombe, qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez l'animateur de télé qui s'appelle Marcus sur Game One et tout ça. Moi, je suis grand fan du travail de Marcus. Et donc lui, il a fait un travail sur Astérix et Obélix comme reflet de la culture française, quoi, en fait. Et quand on voit les parallèles finalement que tu dresses comme ça avec notre société finalement moderne, les préjugés, le fédéralisme et Rome, on se rend compte aussi que le contexte de la BD Astérix est finalement vachement propice à la critique de notre société actuelle. Tu sais, quand Fabien et Frédéric parlaient d'éveil en disant justement que tu pouvais utiliser un univers fantasmé pour faire toutes les critiques que tu voulais faire à l'intérieur d'éveil, il me semble que finalement Uderzo et Goscinny, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait pour critiquer le côté super Dupont et franco-français du français franchouillard. Voilà. Oui, ils utilisent un univers merveilleux de façon à ce qu'on leur dise, attends, nous on n'est pas des sociologues. Par contre, on se moque bien volontiers de comment dire, de la culture populaire française, en même temps qu'on la célèbre aussi. Voilà, en même temps, parce qu'à la fin, tout le monde se réunit autour d'un banquet, on picole, on mange du fromage, et voilà. Tu vois, il y a un côté... et du coup, c'est rigolo de voir que même historiquement, finalement, les deux contextes se rapprochent. Il y a des valeurs. En fait, c'est marrant parce que c'est très intéressant. Nos valeurs fondamentales, nos valeurs, je dirais, alors sociales, enfin, je dis pas, quand je dis nos valeurs, c'est pas mes valeurs, hein, et je pense pas des valeurs de beaucoup de gens autour de la table, mais les valeurs qui sont prônées en général par les gens qui se estiment bien français et fiers de l'être, sont des valeurs qui sont souvent héritées du monde romain. En fait, il y a, alors là encore, je parle sans mes notes, donc il y a des valeurs fondamentales. Chez le romain, il y a ce qu'on appelle la pietas, qu'on traduit souvent par la piété, mais qui est un mot assez, qui est pas le bon mot. En fait, c'est la pietas, c'est le respect de son père et de sa famille et des dieux de la famille. Ouais. Donc il y a un côté, le père a raison, il a toujours raison. Mais oui. Tu vois, c'est le père. Un côté très organique, très familial dans l'organisation. Ça, c'est la chose. Il y a la gravitas. La gravitas, qu'on pourrait traduire par la gravité, c'est le fait qu'un citoyen romain se conduit bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se conduire bien ? C'est surtout se conduire bien en public, en fait. Mais c'est ce côté aussi, vous savez, chez le français, faut pas mettre des trucs trop... faut pas avoir l'air trop efféminé, faut pas avoir l'air trop brutal, faut avoir l'air propre sur soi. Ces valeurs un peu qu'on trouve franchouillardes sont des valeurs très romaines. C'est-à-dire, le romain, il pose bien. D'accord. Hein, à l'époque où il faut avoir la barbe, on a la barbe, elle est bien taillée. À l'époque où on doit être rasé, il est bien rasé. On fait pas d'effet de manche.
on crie pas, on se comporte bien. Ça, c'est des valeurs. J'ai oublié. La fidelitas. Pardon, la fides, c'est qui a donné la foi en français, qu'on pourrait traduire par la fidélité. C'est qu'un Romain, ce qui est plus important, c'est la parole donnée. D'accord. C'est-à-dire, oui, on peut signer des contrats, mais les contrats, c'est des bouts de papier. Quand un Romain vous donne sa parole, il engage sa parole. Et il y a un peu ce qu'on retrouve dans la mafia, sur l'honneur, entre guillemets. Puis c'est ce qu'on trouve aussi encore dans le droit français un petit peu, les déclarations sur l'honneur. C'est ça. En fait, quand un Romain donne sa parole, il donne jamais sa parole à la... Enfin, il donne jamais. Ça, c'est le mythe encore, mais un Romain donne jamais sa parole à la légère. Quand il s'est engagé sur quelque chose, c'est qu'il pense le faire. Et il n'est pas là pour vous embobiner. D'accord. Parce qu'il va de sa réputation. C'est des valeurs qui sont en fait très latines, mais qui en fait sont finalement chez nous qui ont beaucoup encore d'écho, et que quand on va vous dire ah bah oui mais tu m'avais dit que tu le ferais, tu l'as pas fait, c'est quelque chose qui a modelé complètement notre individu, alors que c'est pas des choses qu'on conscientise, alors que les Romains le conscientisaient. Donc ils le verbalisaient davantage. Et c'est pareil, en fait, ce qui nous gêne chez nous et ce qui gêne chez les Romains, quand on parle de l'étranger en mal, vous savez, c'est l'idée en France que l'étranger doit s'assimiler. Oui, il doit accepter donc il doit adopter la gravitas latine, c'est-à-dire il doit se tenir comme un bon Romain, même si chez lui il prie ses dieux, même si chez lui il doit se tenir comme un bon Romain en fait. Donc Romain est parti. Romaric, pardon, qu'est-ce que je dis, Romain, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu disais? Oui, j'étais parti accueillir. Je te dis parti accueillir Jérémy qui vient d'arriver. L'idée que, en fait, tu sais, l'idée d'intégration, que l'étranger doit s'assimiler, c'est quelque chose de très romain. C'est-à-dire, il doit respecter les us et coutumes locaux. D'accord, ouais. Mais en apparence, on peut prier chez soi à ses dieux, mais en public, on respecte aussi les dieux romains. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver chez beaucoup de racistes. En fait, excuse-moi d'en parler comme ça. Non, mais j'espère que je choque personne autour de sa table. Mais, c'est de dire que l'étranger est toléré en France tant que il peut prier ce qu'il veut chez lui, mais au moins en public, il doit s'habiller comme un bon Français et se comporter comme un bon Français. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient typiquement de l'esprit romain. Et aussi parce que, étant donné que les Romains avaient assimilé beaucoup de cultures différentes, il y avait forcément besoin, à un moment donné, de laïcité. De moments, de moments où on met à part la religion. Exactement ça, c'est pas de la laïcité, mais c'est de la laïcité religieuse. C'est-à-dire, au moins, tu rends hommage à Jupiter, parce que bon, on déconne pas, c'est quand même notre dieu à tous. Ouais. Même si toi, tu pries Isis ou Sérapis en dehors. Eh bien, merci Julien d'être venu à la cellule nous parler comme ça un peu de Rome, sans rentrer dans les au débeauté, mais peu importe, sans rentrer dans les détails historiques. C'est maintenant à vous, auditeurs, j'espère que ce podcast avait pour but d'éveiller votre curiosité sur cette culture, pas de vous apporter des ne pas informations. s'arrêter aux a priori surtout. Enfin, se rendre compte qu'il ne faut pas s'arrêter aux a priori. Voilà, et aller plus loin que dans le détail. Si on veut vraiment jouer dans un espèce de Rome qu'on dira réaliste, il faut vraiment faire des recherches parce que les images d'Épinal sont fortes. On a tous entendu ces noms, on a tous des images qui nous viennent en tête quand on parle de Rome, mais est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont justes? J'espère que Julien aura pu... j'avais oublié un truc, les temples blancs dont tu parlais, juste un truc, à l'époque les temples étaient peints, hein. Donc les statues des Romains, elles sont toutes peintes et dans un souci du réalisme, c'est-à-dire que pas de statues blanches, hein. Les statues, elles sont peintes et le plus réaliste possible. C'est le temps qui a laissé passer les peintures. C'est partie des choses. Mais il me semble avoir entendu parler des églises. Oui, les églises à l'époque, les premières églises chrétiennes sont. Elles étaient fardées comme des putes. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. J'espère que ce podcast aura attisé votre curiosité. C'était le but. Merci Julien. Merci à vous. À très bientôt tout le monde. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut.